Très bien, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel atelier des cadres techniques du sport. Et on accueille aujourd'hui André Lachance. Bonjour André. Bonjour. Je gâche pas mon plaisir de te recevoir ici en France parce qu'on se connaît depuis un bon bout de temps. On est amis de 30 ans Ouais. avec les connexions du baseball. Et puis tu viens ici en France pour le sport, c'est pour la vie, organisation canadienne. Et tu vas faire un peu le Tour de France à Lille, à Paris, au ministère, à Tours aussi, université, des associations de sport. Et puis, tu m'as proposé de venir à Rouen pour qu'on se rencontre. Et tu proposes aussi tes connaissances, tes compétences pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au Canada et de répondre aux questions de l'assistance. Alors, à la fois ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous, mais aussi en distanciel. Donc, merci beaucoup. Peut-être te présenter rapidement, puisque tu as été DTN du baseball à Québec. Ouais. Et puis que tu es à Baseball Canada aujourd'hui, manager de l'équipe canadienne féminine, vice-championne du monde, on peut dire. Et c'est juste 2 lignes dans ton CV, parce que je sais qu'il a grandi au fur et à mesure des années. Donc, je vais te donner la main tout de suite. Mais l'idée, encore une fois, dans les ateliers, c'est que ce soit très interactif, qu'on puisse participer. Donc, André va nous présenter un premier PowerPoint qui est prévu pour 1 heure. Mais il ne faut pas qu'on hésite tous à l'interpeller, à l'arrêter pour qu'on lui pose des questions, que ce soit vraiment très interactif. Et puis, on aura 1 heure de discussion, débat aussi sur toutes les questions du sport en général. Demain matin, on va aborder plus particulièrement la question du haut niveau, l'entraînement quotidien, donc l'optimisation de performance. Ce sera de 8 heures à 9h30. Mais là, on va plutôt traiter le sport au sens là. Bonjour Maline. Maline qui nous rejoint. Et donc, on a différentes disciplines présentes aujourd'hui. Donc, le baseball, bien sûr, avec les entraîneurs du pôle. On a aussi Maline qui vient d'arriver, tennis de table. On a le tennis aussi avec Joël Robin. Je vois Guillaume Coméa aussi sur le rugby. Et puis d'autres qui vont nous rejoindre. Donc voilà, un public assez varié. La gymnastique, évidemment, avec Geoffrey. Et puis, on va essayer de traiter aujourd'hui les questions sportives au sens large. À toi la main. Alors voilà, merci tout le monde d'être ici. Vous avez reconnu mon accent québécois déjà. Je vais essayer de ne pas trop l'avoir prononcé, pour faire un effort. Donc, juste pour compléter un peu cette belle introduction, donc moi je suis avec Baseball Canada depuis 2001 dans un rôle qui a évolué beaucoup avec le temps. Où ça a passé de formation d'entraîneur à développement long terme de l'athlète, entraîneur-chef de l'équipe nationale. J'ai eu la chance d'entraîner l'équipe nationale française également en 2019 ici, au championnat d'Europe. On a remporté avec Dylan qui était sur le staff. Et depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, je fais énormément d'interventions dans plusieurs pays sur le modèle canadien de développement long terme de l'athlète. Tu es debout? Bien sûr. Oui. Hein? Okay. La caméra, en fait, est là. Oui, mais OK. Je peux bouger la caméra. OK, oui, parce que je l'ai discuté avec ça aussi. Donc, ce que je disais, je fais beaucoup d'interventions dans différents pays, principalement dans les dernières années, les pays scandinaves, donc l'Islande, le Danemark, la Suède, Moyen-Orient, puis l'Amérique latine également, pays européens, travailler avec le Luxembourg dans les dernières années aussi. Non seulement sur le partage de notre modèle, mais aussi de notre façon d'entraîner, de former les entraîneurs. C'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui en 2 temps avec vous, c'est de présenter notre modèle canadien. Et ensuite, il ne faut pas se le cacher, si on veut qu'un modèle fonctionne bien, ça prend des entraîneurs compétents, ça prend un modèle de formation d'entraîneur aussi qui va être en lien avec la structure. C'est un peu ce que je veux vous présenter aujourd'hui, si ça vous convient. Puis comme Sylvain l'a mentionné, vous voulez m'arrêter en n'importe quel moment, vous avez des questions, vous voulez dérailler un peu, vous voulez qu'on aille ailleurs, je suis là, c'est le menu, l'horaire, c'est vous qui me dictez. Moi, j'ai juste une question technique. Ouais. Je voudrais vraiment savoir si, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire si au niveau du son, ça passe bien? Voilà, c'est parfait pour moi. Parfait, super. Donc, on peut continuer. Est-ce que juste pour le film, pour que ce soit un petit peu mieux, peut-être un petit peu plus vous décaler, comme ça, moi, je peux avoir Ça. exactement. Parfait. C'est nickel. Je vous dis tout de suite, je ne resterai pas toujours en anglais. Il se peut que les gens qui écoutent, que vous allez me perdre des fois, mais PowerPoint, Pas de problème. ça devrait être correct. Mais vous allez entendre la voix, évidemment. Est-ce que je peux te demander d'être le... Oh, tu peux appuyer sur le bouton. Ouais, comme ça. Peut-être uploader pour commencer. Il faut le partager. Plus, ouais, Fenêtre. À droite. Et là, tu tapes sur moi.
Ouais, ouais, ouais. Et, ah non, ça l'a fait. Donc, mon histoire, c'est l'histoire du triangle contre le rectangle. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer qu'est-ce que je faisais par là, tu peux avancer. Donc, la structure traditionnelle qu'on voit dans plusieurs pays, qui est là depuis des années, c'est celle que vous voyez ici à gauche, qui est le modèle pyramidal. On a beaucoup, beaucoup de participants en bas, et plus on monte dans la pyramide d'excellence, de participation, moins qu'on a de participants. Nous, à travers le temps, depuis, je dirais, à peu près 2005, pas 2005-2006, on a adopté le rectangle. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, puis comment on peut toujours avoir le triangle à l'intérieur du rectangle. Donc, comme je vous disais, plusieurs athlètes au bas de la pyramide, et plus on monte, et plus ces athlètes-là, certains athlètes vont quitter, et on va se retrouver en haut d'une pyramide où on aura les athlètes d'exception, les athlètes qui vont nous représenter sur la scène internationale, les athlètes qui vont se rendre aux Jeux olympiques, les athlètes qui vont peut-être jouer professionnel, selon votre force, si vous avez une composante professionnelle. Donc, c'est ce qu'on retrouve, et continue. D'accord? Et le modèle qu'on a, donc le modèle de gauche, c'est un modèle un peu exclusif, alors que nous, ce qui était important à travers le temps, c'était de développer un modèle qui est inclusif. Je vais vous l'expliquer un petit peu en gros. On a des stades de développement qu'on a développés à travers le temps, que vous voyez ici, qui passe de enfant actif et qui va jusqu'à vie active, en forme pour la vie, compétitif pour la vie, et je vais vous expliquer à travers la présentation en quoi ça consiste. Ce qui est important pour vous de savoir, je vais me promener si tu veux toujours jouer avec ça. De toute façon, la caméra, là, vous ne filmez pas, là, on ne voit que le sein à l'écran. C'est bon, OK. Les 3 premiers stades de développement que vous voyez là, enfant actif, s'amuser grâce au sport, apprendre à s'entraîner, c'est les fondements de ce qu'on appelle chez nous la littératie physique. Dans le gym? Oui, gymnastique. Ouais. La gymnastique, pour nous autres, c'est devenu à travers le temps une discipline incontournable pour tout jeune en développement. Tu vas lui faire plaisir. Oui, mais c'est important. C'est important. Du coup, j'ai regardé un peu ce qu'ils font. Ouais. Donc, c'est ça, de la natation. Oui, gymnastique, natation, athlétisme sont la base de tout ce qu'on fait chez nous. Ce qu'on appelle en EPS les savoirs fondamentaux, en fait. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi le développement, justement, des compétences motrices qui vont permettre, justement, de prendre de meilleures décisions sur le cheminement que tout jeune sportif ou sportive peut avoir éventuellement à mesure qu'on va avancer dans le temps. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que la pyramide se retrouve dans le rectangle. Et ici, notre pyramide est un peu croche, c'est un peu différente, et vous la retrouvez ici. Donc, à l'intérieur de notre modèle, c'est toujours possible de se rendre à un niveau supérieur, olympique, professionnel, etc. Par contre, ce n'est pas la seule finalité. On peut jouer à travers ce rectangle-là, ce qui fait que une fois qu'on a atteint cette base-là, si on décide de partir dans cette pyramide-là, c'est possible, mais à n'importe quel moment, on peut retomber, on peut vous récupérer dans une autre structure qui va faire en sorte qu'on va être actif pour la vie, ou si on veut être compétitif pour la vie, on veut faire du baseball, du hockey sur glace avec les copains, de façon sociale, tennis de table, c'est toujours possible de faire, il n'y a rien de mal dans ça. Okay? Donc ça, c'est notre modèle. Est-ce que si vous avez des questions peut-être par rapport à qu'est-ce que veut dire première participation, prise de conscience? C'est davantage axé sur les athlètes avec un handicap. Un handicap qui est acquis à la naissance ou un handicap qui apparaît suite à un accident qu'on a vu, peut-être, peu importe l'âge dans notre parcours. Donc, c'est très inclusif. Ce qu'on a, le premier modèle très exclusif, on exclut à mesure qu'on monte, alors qu'à droite, un modèle qui est plus inclusif. Ça, c'est une réalité fondement de ce qu'on fait chez nous. Alors, on voit bien ce modèle. Peut-être, moi, je crois, pour les intervenants, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous présenter. D'où vous venez. Geoffroy Gauthier, le CTS gymnastique de la région. Et donc, moi, je me posais la question sur ce modèle-là. On retrouve finalement la pyramide à l'intérieur du modèle, même si elle a une forme un peu différente. Et donc, je vois bien cette progression verticale qui correspond à la forme de la vie aussi, pour moi. Comment vous avez envisagé aussi la transversalité comme ça au niveau horizontal quand on passe les 3 premiers niveaux là, on voit que c'est l'un à côté de l'autre.
Tu parles On du peut sport passer ici, de là? l'un à l'autre. C'est-à-dire, voilà, quand on arrive Oui, sur les niveaux dessus, oui. est-ce qu'on peut passer de l'un à Donc, est-ce qu'on l'autre? peut revenir? Ouais, comme Oui, ça, oui. Tous comment les c'est parcours. construit, ça? Je vais juste mettre ta question de côté. OK. Et j'ai une autre diapo tantôt qui montre les différents chemins qu'on peut avoir à l'intérieur. OK? Et on verra si ça répond à ta question. On continue. Donc, c'est correct. Donc, notre ancien système qu'on avait chez nous, beaucoup axé sur le court terme. On veut gagner rapidement. Ce qui est important pour nous, c'est la victoire à la prochaine compétition de vendredi, le prochain tournoi du mois prochain, etc. On visait beaucoup de court terme. Alors que maintenant, avec notre modèle rectangulaire, on vise le long terme. J'avais une discussion avec Sylvain qui disait, on parlait de la participation des événements internationaux, des championnats du monde chez les 12 ans et moins, les 15 ans et moins. Nous, on ne va pas. On ne va pas ces compétitions internationales-là parce qu'on préfère investir chez nous, domestiquement chez nous, dans nos entraîneurs, dans nos programmes, lorsque les athlètes sont prêts et prêts. Au même titre qu'on avait eu une intervention à un moment donné avec l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud dépensait des milliers de dollars chaque année en volleyball. Et pour aller perdre de façon catastrophique dans la majorité des compétitions internationales qu'ils faisaient. Ils ont décidé d'arrêter d'aller aux compétitions internationales jusqu'à temps qu'ils développent une bonne fondation qui va leur permettre ensuite d'avoir du succès. On continue. Parfait. Donc, on revient à ta question. Les mouvements, ils prennent différentes formes. OK? Oui, évidemment, on veut monter ici, développer cette littératie physique-là, mais comme vous voyez, on peut prendre différents chemins, on peut revenir, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Ici, s'entraîner à s'entraîner, c'est probablement le stade de développement le plus critique chez nous. OK? Le groupe d'âge dont on parle ici, c'est les 12-17 ans. Et c'est là j'en parlais du tennis tantôt, là. Je peux le dire tout de suite. C'est là que le tennis canadien a pris une décision hyper audacieuse et courageuse il y a quelques années, où on s'est dit, il faut arrêter d'avoir nos meilleurs entraîneurs avec nos meilleurs athlètes. Nos meilleurs entraîneurs doivent travailler avec les athlètes en développement. Okay? Et c'est le pari qu'ils ont fait. Et vous allez voir quelques diapos tout à l'heure. Le tennis canadien se porte à merveille avec des athlètes autant au niveau masculin et féminin dans un petit pays. On a un grand pays chez nous, c'est un territoire. Et en termes de population, on est seulement 35 millions chez nous, dans tout le pays. On a 5 fuseaux horaires, on a juste 35 millions de personnes. Okay? Les Américains en ont 10 fois plus. Et en quart de finale du dernier US Open, il n'y avait plus d'Américains, plus d'Américaines. Il restait, je pense, 4 Canadiens et Canadiens. Donc, il se passe quelque chose là. C'est une application d'un modèle comme ça. Donc, l'important ici de connaître les subtilités au niveau de développement et de l'encadrement de l'athlète adolescent qui vit plusieurs changements au niveau social, au niveau morphologique aussi, fait en sorte qu'une intervention doit être différente. Autant au niveau de la préparation mentale, au niveau de la préparation physique, que du développement technique et tactique aussi. Okay. Je vais plus loin que ça, je fais un petit quiz avec les gars de baseball pour répondre. Quel moment, à quel âge, qui est le moment opportun pour travailler à la vitesse chez un athlète en développement? Il faut savoir ça. Quel moment, à quel âge, qui est le premier moment hyper important, une fenêtre d'opportunité extraordinaire pour développer la vitesse d'un être humain. Bon, pareil, chez les jeunes, Entre 7 et 11 ans. 9, 10, 6-9, Il y a 7-10 ans. 7-10 ans, 12-15. Alors, la réponse? Après 15. Okay. Vous avez tous des parties de réponses qui sont bonnes. Il y en a 2 fenêtres d'opportunité. Vous allez voir tout à l'heure. La première, chez la petite fille, 6-8 ans. Chez les garçons, 7-9 ans. Donc, si vous êtes dans un sport où la vitesse est importante, en tennis, je pense que c'est important. En baseball, c'est important. En tennis de table, il y a quand même une certaine vitesse qui est importante. Pour vous aussi, si vous devez courir une course d'élan, etc., il y a quand même une certaine vitesse qui est importante. Et même si vous êtes dans un sport, je parle à vous, là, où la vitesse est moins importante, vous avez une responsabilité de développer la vitesse quand même. Parce qu'on est dans un rectangle, on n'est plus dans un triangle. Okay?
On veut développer un être humain, puis un athlète qui peut être actif longtemps. Ça veut dire que si on ne développe pas dans cette période-là, ça veut dire que la tête n'est pas vue. Vous avez une autre fenêtre d'opportunité plus tard, dans le coin de ce que tu disais tout à l'heure. Par contre, si tu n'as pas développé la vitesse lors de la première fenêtre d'opportunité, tu n'as pas accès à la deuxième. Ferme la porte. C'est comme si on vous donnait une clé. Si on oublie de faire, la porte est barrée. Et là, vous vous demandez comment ça, je ne suis pas capable de développer la vitesse des athlètes plus tard dans leur vie. C'est qu'il est trop tard au niveau neurologique pour le faire. C'est pas important. On s'est rendu compte sur la gym, par exemple, qu'il y a certaines qualités, sur les capacités aérobiques, pardon, la vitesse. C'est vrai que si on ne le faisait pas sur certaines plaques de parcours, et ben après, tu peux quand même le développer. Sauf qu'au lieu d'avoir un effet performant en un an de travail, il allait t'en falloir 3 ans. Ouais. Donc, ça allait demander énormément plus de travail pour obtenir le même niveau de. Donc, c'est pas forcément perdu, mais en termes de rapide voilà, c'est ça. Oh, j'ai perdu. Ça s'en va. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'ici, très important d'avoir des entraîneurs très à l'affût de ce qui se passe chez l'adolescent, de sorte qu'on prenne les meilleures décisions possibles. Pourquoi? Parce qu'il arrive quelque chose de particulier lors de cette période-là. En 12 à 17 ans, quelle est-elle? Qu'est-ce qui se passe? La poussée de croissance, surtout. La poussée de croissance a un effet sur la performance. Je m'explique. Je pose une autre question. Qu'est-ce qui grandit les gars aussi des bas? Qu'est-ce qui pousse en premier dans le corps humain lorsqu'on arrive dans la poussée de croissance? Ça donne un indice? Les bras, les jambes. Okay? Les jambes, les bras sont les endroits sur le corps qui vont grandir en premier. Alors, comme entraîneur, si vous voulez savoir que vous êtes en début de poussée de croissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des tests, il faut mesurer, il faut savoir qu'on est en début de poussée de croissance. Alors, vous ne le verrez pas ici, là, mais l'étendue des mains, on mesure de gauche à droite. Lorsque vous commencez à voir que ça grandit, on est en début de poussée de croissance. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en début de poussée de croissance, quand les bras commencent à grandir? Qu'est-ce qui se passe au niveau ligamentaire? On est tiré. Qu'est-ce qui se passe quand on a des bras qui sont plus longs? On a plus de levier. Souvent, on va avoir plus de puissance. Dans un sport comme le tennis au service, ça se pourrait que le grand ou la grande qui est en poussée de croissance, soudainement, c'est « Oh, le service est plus puissant. » C'est certain, il y a plus de levier. Le lanceur de baseball aussi a plus de levier. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Vous êtes dans un sport plus spatial, on perd nos repères. On ne reconnaît plus notre corps dans l'espace. Ça va très bien. Vous êtes en gym, vous êtes en plongeon, en patinage artistique, vous êtes dans un sport d'hiver, vous perdez vos repères. Okay? Qu'est-ce qui va pousser en dernier dans le corps humain? Qui nous indique qu'on est en fin de poussée de croissance. Le tronc. Très bien. Alors, comment on fait pour mesurer le tronc? Grandeur assise, parfait. On mesure du sol jusqu'au-dessus de la tête. Lorsqu'on voit que ça commence à grandir, on est en fin de poussée de croissance, ça nous indique quoi? Maturité. Ouais. Et on peut commencer à ce moment-là, à peu près 12 mois après la fin de notre poussée de croissance, commencer à travailler au développement de la force avec résistance. Pendant ce beau parcours-là, oui, on peut toujours travailler au développement de la force avec le poids du corps. 12 mois après la poussée de croissance, on peut commencer à inclure la résistance en entraînement. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent. Donc, dans mon groupe d'athlètes, peu importe le sport, je peux avoir 25 candidates de 14 ans. Et toi, au niveau de ta maturité, tu es à 12, elle est à 16, lui est à 15, lui est à 14, et ainsi de suite. Donc, chaque individu est tellement différent que je ne peux pas avoir une séance d'entraînement ou une approche qui est uniforme à l'ensemble du groupe. Donc, ça demande davantage de préparation, davantage d'information aussi, de connaissance de l'athlète dans ces bonnes décisions. Okay. On peut continuer. Oups, on a sauté une copie, c'est pas grave. Non, c'est bon, je peux rester là. Donc, ici, à gauche, on avait une formule qui était davantage axée sur un moment. On veut arriver à notre meilleur, on a une pyramide où on veut arriver
atteindre un moment X. Et maintenant, c'est pour les. On mettait beaucoup l'emphase sur l'âge. Maintenant, on a une emphase sur le niveau, les stades de développement par rapport aux habiletés. Complètement différent. Ce qu'on a remarqué, par exemple, au niveau de l'âge. Peut-être que vous remarquez si vous êtes en sport collectif. Chez nous, en hockey sur glace, c'est votre football ici, c'est une religion chez nous. On s'est rendu compte que 40% des joueurs canadiens évoluant dans la Ligue professionnelle étaient nés dans les mois de janvier, février, mars. 30% étaient nés dans les 3 mois après, 20% dans les 3 mois après, et seulement 10% dans les 3 derniers mois. Non, c'est poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que les athlètes nés plus tôt dans l'année ont un avantage? Vous avez une bonne idée? Mature parce qu'ils sont jeunes. Donc, chez nous, pour décider dans quel groupe d'âge que tu vas jouer, c'est l'âge au 1er janvier. Okay? Donc, si je suis né le 2 janvier, j'ai 12 ans, et toi, tu es né le 23 décembre de la même année, tu vas avoir 12 ans plus tard. Mais on va jouer, on va compétitionner dans le même groupe d'âge. Et 12 mois, lorsque tu as 12 ans, 12 mois lorsque tu as 14 ans, même 16 ans, c'est énorme comme différence. Ce qui fait que moi, j'ai plus de chances de bien performer parce que j'ai 12 mois d'avance sur nous. Au niveau de la performance, au niveau de la maturité, etc. Et qu'est-ce qui arrive en plus de ça? C'est que si je suis meilleur, les entraîneurs vont me donner plus d'attention. Je vais être sélectionné plutôt aussi pour aller dans les équipes étoiles, régionales, peu importe le système que vous avez. On va me donner plus de suivi, plus de temps de jeu, etc. Et je vais toujours grandir, suivre ce pattern-là lorsque je vais progresser. Une autre chose qui a évolué quand même dans nos disciplines, qu'on a quand même pas mal de compétitions qui se font non pas à l'âge, mais à l'âge réel. Oui, ben c'est ça. Donc plusieurs disciplines se sont adaptées. Maintenant, ça ne change pas l'écart entre celui qui est au début de l'année au moment de la compétition et celui qui est après. Parfois, il y a toujours cet écart important. Oui, tout à fait. Donc, il faut trouver les mécanismes pour faire en sorte qu'on trouve des solutions justement aux structures compétitives, de sorte qu'on ne laisse pas derrière les athlètes qui n'ont juste pas eu la chance d'éliminer plus tôt dans l'année. Okay? On dit souvent chez nous, si tu veux avoir un enfant, essaie de planifier que l'enfant naisse en début d'année. Et mieux que ça, déménage dans une petite ville, parce que les athlètes qui ont le plus de succès sont nés dans des plus petites villes, petites et moyennes villes. Les grandes villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, il n'y a comme pas d'athlètes qui sortent de ces villes. Parce que l'accès aux installations est plus difficile. On continue. Vas-y encore. Ça, excuse-moi, sur ce que tu dis, Canada, a priori, il vaut mieux être dans une petite ville pour accéder à la terre. Enfin, moi, je vois en France, en tout cas pour la discipline, c'est complètement l'inverse. Oui, hein? Si on est éloigné des structures, enfin, c'est beaucoup plus difficile. Et en vrai, ça dépend peut-être des disciplines, parce que c'est vrai que la gym, ça demande quand même du matériel, une C'est vrai. salle, il n'y en a pas partout en France et dans la région. Est-ce que c'est par rapport à un problème de place dans les structures aussi? Parce que nous, par exemple, en Ile-de-France, pour le tennis, pour s'inscrire, il faut inscrire l'enfant 4 ans avant qu'il naisse. Pourquoi? Il y a une place. Parce que je pense que l'installation. Je pense que ça peut dépendre du sport. Mais je vous dirais que la majorité des sports chez nous, c'est un problème d'accès aux installations. Plus petite est la ville, plus facile c'est d'avoir accès aux installations. Il y a moins de demandes que au centre-ville de Toronto. Après, peut-être lié aussi à l'État centralisateur, les retours sur Paris, c'est pas anodin, je pense qu'il y a une approche historique aussi par rapport à ça. Alors qu'il commence après avec des délocalisations, où on met des pôles espoirs ou des pôles France un peu, mais on voit bien que ça ne prend pas autant que dans d'autres pays, pas au Canada, mais en Allemagne, c'est éclaté. Donc je pense qu'il y a aussi une logique organisationnelle. L'idée derrière ça, c'est de se poser des questions, regarder la situation et prendre les mesures nécessaires justement pour changer de façon de faire. Vous avez remarqué qu'à gauche, on avait un système où on retranchait des athlètes à mesure qu'on avançait. Maintenant, on transfère des athlètes. C'est différent. Vous allez peut-être pouvoir dire que c'est la même chose, mais on a toujours une structure pour récupérer les athlètes. Que le plafond, le potentiel
on l'a atteint, puis on n'est plus capable d'aller plus loin avec eux, on peut toujours les récupérer ailleurs. Ça, c'est un principe fondamental. Aussi en France, il y a des gymnastes justement qu'on retrouve en plongeon, par exemple. Il y a des athlètes qui changent de discipline sportive aussi parce que la maturité est plus tardive. Donc, ils peuvent continuer à développer leurs compétences. Dans la première structure, chaque sport travaillait seul, en isolement, en silo, comme on dit chez nous. Maintenant, on travaille ensemble. Ce qui fait qu'on va harmoniser les calendriers de compétition un peu plus entre sports. De sorte qu'on va développer davantage d'athlètes multisports, surtout plus jeunes. Ça, c'est un autre principe fondamental qu'on a développé à travers le temps. C'est que les athlètes, lorsqu'ils vont commencer, au début, on dit, faites un sport différent par saison. On a des 4 saisons très bien définies chez nous. L'été, le printemps, l'automne, l'hiver. On a une réalité peut-être différente de la vôtre avec beaucoup de sports à faire chez nous. Donc, c'est important pour nous de faire en sorte que chacun des athlètes puisse passer à travers des systèmes où les saisons sont respectées et que très tôt dans une structure, on n'aura pas un athlète qui va faire juste du tennis, juste de gymnastique, seulement du hockey sur glace, seulement le baseball, la dernière recherche nous montre que les athlètes, l'inverse. Il y a des exemples du tennis tout à l'heure. Même la jeune Britannique qui a gagné le US Open, vous avez vu en entrevue, quand on lui a demandé qu'est-ce qui explique ton succès, la première chose qu'elle a dit, mes parents m'ont impliqué dans plusieurs sports parce que j'ai grandi. J'ai fait du sport équestre, j'ai fait toutes sortes de choses, de la natation, du basket. Pour finalement en arriver à un certain âge où j'ai décidé que le tennis, c'était celui que je préférais. Serena Williams, les sœurs Williams, elles voient à quel âge ont commencé à faire la compétition? Ouais, mon père disait qu'il fallait qu'elles soient bien dans leur tête, bien dans leur vie pour pouvoir faire de la compétition. Alors, ça veut dire quoi? Probablement tard, hein? 15 ans, pour une première compétition. 15 ans. Et on disait à l'époque que le papa était un peu déréglé. Est-ce qu'il est encore performant aujourd'hui? Quand même bien. Donc, les collèges américains maintenant, la majorité vont choisir des athlètes multisports. Je vais choisir dans mon équipe des athlètes multisports. Je vais choisir des athlètes multipositions en un sport collectif. Notre principe est important pour nous. Cette construction en fonction de l'âge, moi, je m'interpelle parce que nous, on a une maturité assez précoce, oui, tout à fait. Avec des actes techniques très importants, où on sait, pareil, si à un moment donné, on les a pas pratiqués de manière importante, c'est quand même raté pour la suite. Quoi. Ouais. Comment ça rentre dans cette conception-là? C'est vrai que votre système, c'est peut-être la plus problématique encore comme là chez nous, où on se retrouve encore avec des jeunes adolescents. Qui se sont spécialisés. Oui, puis qui sont déjà ici, là. Ouais. Qui sont déjà là. Par contre, lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes. Au niveau social, au d'adaptation après la compétition avec les athlètes qui ont été poussés rapidement à l'élite très jeune. Ça, c'est une problématique qu'on peut régler encore. Et comme je vais vous le dire tout à l'heure, hein, le système, l'entraîneur va toujours entraîner selon le système de compétition. Le système de compétition est fait maintenant de sorte que les meilleurs athlètes en gymnastique ont fait gymnastique. Ça a changé un peu, je pense. Les dernières années sont un petit peu plus vieilles, je pense. Bon, ça s'est décalé un petit peu sur les 2 dernières années. Ouais. Malgré tout, chez les filles, quand même pas grand. Quand il y en a une, c'est l'exception. Oui, c'est ça. Donc, on avait un système qui travaillait pour un sport. Maintenant, on est un système qui travaille pour l'ensemble de la communauté sportive, l'ensemble de la société. Tu peux avancer. Et dans les 2 cas, c'est encore possible d'avoir la performance. Tu peux cliquer encore, ça devrait bouger un petit peu. Juste que le chemin de droite est un petit peu plus complexe. Okay? Je ne suis peut-être pas une ligne qui est très, très droite, qui est très, très belle, mais on y arrive quand même. Tu peux avancer. Ça, c'est le basket chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec le basket depuis l'implantation de ce modèle-là ici, qui s'est passé autour de 2006. Et ce que vous voyez à droite, c'est l'impact que ça a eu sur les joueurs professionnels canadiens. C'est pas les joueurs canadiens qui ont joué chez les professionnels ou qui ont joué dans les collèges juniors. Phénoménal. Comme je disais tout à l'heure,
à des collègues, le Canada risque d'avoir une toute autre place dans le monde au niveau du basket dans quelques années. C'est un peu à l'image du tennis qu'on va parler dans quelques secondes. Vous connaissez celle à gauche, on vient d'en parler? À droite aussi, mais si on revient, si je devais poser la question il y a 3-4 ans, probablement qu'on va dire, je la connais pas. Et elle, on la connaît. Et elle, c'est notre Bianca qui avait gagné le US Open il y a, je pense, 12 ans, je crois. Et à l'époque, les gens ont dit, c'est une chance. Le Canada a été chanceux d'avoir un athlète, plus qu'une fois. Mais on a Chapovalov, on a Félix, on a Leila, qui performe quand même encore bien, qui a fait la finale du dernier US Open, et qui va bien quand même à Indian Wells présentement. C'est le reflet d'une implantation d'un programme comme celui-là. Il n'y a aucun doute. C'est notre fédération phare chez nous présentement, c'est le tennis qui a eu le courage, encore une fois, de prendre les moyens pour avoir du succès, des fois déplaisants. Ça faisant pas plaisir à certaines personnes, mais en prenant des moyens très, très faibles d'assurer très faibles. Des fois, pour reculer, pour mieux avancer. Avec Cache-pas, on a eu l'aide de collègues français, je pense qu'ils nous ont aidé au Canada, Portugal, oui, c'est ça. Je pense qu'il est parti maintenant. Conseiller. On va être content, et puis il y a un entraîneur physique. Oui, c'est ça. Nicolas Perrotte. Ouais. Et Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, on a un système fédéral qui a été mis en place par l'équipe qui est plus en place maintenant. Nous demander, dès le plus jeune âge, d'envoyer les enfants à l'international. On n'avait pas le choix, on suit ce système-là. Est-ce que ces jeunes-là sont passés par ce système-là ou pas du tout? Moi, connaissant assez bien Nicolas Perrotte, en avoir échangé un peu avec lui, et il me disait qu'il respectait ce système-là en partie et se donnait des cycles de travail beaucoup plus importants, ce que nous ne faisons pas en France. Qu'est-ce que vous voulez dire par des cycles de travail? Je dirais pendant 3 à 4 mois, s'il avait besoin de travailler sur le jeu sur terre battue avec toutes ses contraintes, soit physiques ou techniques, on prend les moyens. Il se donnait les moyens de ne pas aller jouer en compétition, alors que nous, c'est toujours la course à aller jouer à l'étranger. Je ne peux pas dire toutes les semaines, mais pas loin de ça pour les la course au point. Voilà. Oui, c'est ça. Le système de compétition est vraiment la partie qui change les comportements d'entraîneur, qui amène justement à prendre des décisions, court les points, alors qu'on va peut-être prendre du recul des fois et s'attarder davantage au développement de la structure compétitive est quand même important. On a fait, André, quelques mois maintenant, un atelier justement qui traitait de la question de l'adaptation par rapport au Covid. C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là qui est ressorti. Comme il n'y avait plus la compétition pour donner le là, et ben les entraîneurs ont changé un peu leur approche et pensaient plus sur le long terme justement pour leurs athlètes, prendre le temps sur tel et tel athlète qui avait des besoins particuliers, et pas en fait à courir après le résultat. On va aller plus loin. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte aussi, les athlètes qui étaient un sport seulement. Il arrive la pandémie, au milieu de l'hiver chez nous, je fais seulement du hockey sur glace, je peux faire du hockey sur glace. J'ai jamais fait de ski, j'ai jamais fait de ski de fond, j'ai jamais fait de chez nous, ce qui est très populaire maintenant, c'est le pad bike. Je sais pas si vous connaissez ça, les vélos avec des roues très très larges. Plein d'autres sports qu'on peut faire chez nous, mais là, les gens qui sont à la maison, je n'ai jamais fait ça. Alors que les autres, qui étaient multisports, multidisciplines, je ne peux pas faire ça, je vais faire d'autres choses. Je ne peux pas faire ça, je vais faire d'autres choses. C'est très équipé pour faire n'importe quelle discipline sportive. Donc, on a découvert ça en même temps, l'importance. Donc, pour nous, le triangle, on a mis ça de côté pour focuser davantage sur le rectangle. Je pense que ça nous dit. Notre modèle est à sa 3e génération. On en a eu 2 autres avant, le 1.0, le 2.0 et le 3.0. Je ne veux pas passer énormément de temps sur. Il fallait chercher en ligne ce modèle-là, il est gratuit. Vous allez sur sportsforlife.ca. Ouais, je crois que je l'avais mis en pièce jointe. Oui, c'est ça. Le modèle complet est disponible. Je ne vais pas passer au travers. Je pense que vous êtes capable d'aller le regarder. Il y a quand même 4 points clés qui sont déclinés à travers du document. C'est que la qualité, c'est la clé. Tout ce qu'on fait, on veut avoir des programmes de qualité. Pour nous, c'est hyper important. La programmation optimale est critique dans le sens qu'on veut s'assurer d'avoir
bons programmes qui font en sorte qu'on favorise le développement de l'athlète. L'inclusion est non négociable, la collaboration rend le système meilleur. Travailler en sport, ça, on n'avait jamais fait avant. Travailler chacun pour nous. Le tennis, c'est pas pour le baseball, c'est possible, on fait ça. Alors, on s'est rendu compte d'autres choses. C'est qu'arrive un certain temps où un athlète atteint un certain niveau et on n'est plus capable d'aller plus loin. Bien, en travaillant ensemble, on peut se dire, bien, peut-être qu'on peut transférer un autre sport qui permet de bien performer quand même. Ça, c'est quand même assez intéressant. Tu peux avancer, on va passer les autres quand même assez rapidement, mais pour nous, en anglais, ça se dit bien, on dit programme, personne, place. Les 3 P. Avoir des bonnes personnes, avoir des bons programmes, avoir des bons endroits, avoir des bons environnements de travail qui sont à la base de tout ce qu'on fait. Donc, tout nouveau programme, on veut s'assurer qu'on les entoure bien de personnel qualifié, puis je vais vous en parler tantôt, savoir quel genre de style qu'on veut avoir de ce côté-là, dans des environnements qui sont sains, inclusifs, accueillants, et avoir des programmes, justement, que selon le stade de développement, qu'on va avoir une emphase sur avoir les bonnes préoccupations pour avoir les bons objectifs. Ça, c'est primordial. Les autres, je ne vais même pas en parler, vous allez pouvoir aller les voir. Mais la littératie physique est en pleine évolution chez nous aussi, puis je vais en parler tout à l'heure. Dès les premiers stades, on en parle. Dès les premiers stades, ça fait partie des communications qu'on a avec les parents, avec les entraîneurs. Il y a une connexion qui se fait entre le sport, le loisir, l'éducation, la santé. La recherche récente amène une valeur inestimable à ce principe-là. De plus en plus de recherches à l'international sur les valeurs du développement de la littératie. Jusqu'à un point où on a maintenant des outils pour l'évaluer depuis littératie. On a passé de 10 à 22 facteurs clés. Je vais vous laisser aller les lire, je ne vais pas passer à travers, mais on a, vous allez les voir rapidement ici, on a des facteurs personnels. Je vais continuer. On a des facteurs organisationnels, des facteurs systémiques. Je vous laisse aller les lire dans le document si vous voulez, ça sera trop long à parler. Mais il y a un accent important qui est mis sur l'adolescence. C'est important, comme je disais tantôt, où, dans le stade s'entraîner à s'entraîner, on a un focus sur l'entraînement à 60% versus la compétition à 40%. 60% d'entraînement. C'est plus de la moitié du temps où on s'entraîne versus la compétition. Ouais, on revient un petit peu. Tu vois, même ce pourcentage-là, moi je vois en France, pour dire 80% d'entraînement. OK. On passe énormément de temps à entraîner, assez peu À cet âge-là? 100. Ça peut dépendre du sport, je pense. Ça dépend du sport. Ça peut dépendre de la discipline, je pense. Ouais. Et il y a un focus quand même plus important pour la compétition, pour l'entraînement. Oui, Là, sur le tennis, même, sans parler de niveau même, chez les amateurs, on incite beaucoup les enfants à faire des tournois. Ils fassent des tournois. Oui, mais est-ce que tu as les moyens d'aller en tournoi? Même au niveau amateur, je constate personnellement, à mon sens, ce n'est pas le cas. Et ce modèle-là, il n'est pas si implicite. Tu vois. Et je vous dirais encore plus loin, la natation, ce qu'on fait, ça va peut-être te rejoindre un peu. Quand on va en compétition, est-ce qu'on va à la bonne compétition, selon où je suis rendu dans mon développement? Et il y a une planification qui doit être faite en conséquence, à savoir que tu dois apprendre à gagner, à dominer. Tu dois apprendre à avoir de la difficulté, à voir quel est notre niveau, et tu dois apprendre à compétitionner contre des individus de ton âge. Donc, en natation, chez nous, on est les premiers à faire ça. Donc, dans leur planification annuelle, en début d'année, on va cibler des tournois, des compétitions où je sais que mon athlète va dominer, où je sais que mon athlète va échouer, lamentablement. Il va voir, OK, le niveau supérieur est là. Il y a un écart entre moi et l'autre niveau. Je peux le voir, le percevoir. Et on va aussi trouver des compétitions où le match est parfait. Ce qu'on appelle chez nous une compétition significative. Et donc, il y a une planification à faire de ce côté-là. C'est pas laisser comme ça sans vraiment s'en rendre compte. Ça, c'est ce que j'appelle avec mes étudiants à l'université, c'est une page frigo. Là. Vous pouvez prendre en photo. C'est votre frigo, là, si vous êtes coach, il faut la connaître ça. C'est la poussée de croissance que je vous disais tout à l'heure. En haut, vous avez les filles, en bas, vous avez les gars. L'âge chronologique est ici, donc j'ai 5 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Et les moments opportuns de développement de chacune de ces qualités physiques-là.
Donc, tantôt, je parlais de vitesse. Chez les garçons, 7-9 ans. Chez les filles, un petit peu avant, 6-8 ans. Les filles, c'est toujours 12 à 18 mois avant. Okay? Plus vite que les garçons, que la maturité sur nous. Okay? Pendant la petite croissance qui est semblable chez les deux, okay? C'est le développement de l'endurance qui est important. Donc, si j'ai plus de... Je cherche un mot en français, là, de spatial awareness. Des fois, mon cerveau. C'est le décalage horaire. Non, de se retrouver dans l'espace. Dans l'espace. De se retrouver dans l'espace. Quand tu fais des vrais, etc. Repérage spatial. Donc, quand tu n'as plus de repérage spatial parce que ton corps a grandi trop vite, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Okay? On a eu un athlète au Canada en plongeon il y a des années où on a retiré de la compétition parce qu'il s'est mis à grandir trop vite. On lui a dit il y a d'autres choses que tu peux développer et c'est le développement d'endurance. Moment parfait pour le faire. Okay? Pendant la poussée de croissance. Tantôt, je vous ai donné des trucs de mesure. Ici, c'est notre grandeur des bras qui commence à grandir. Ici, on est en tronc. Et vous avez votre développement de la force qui est après ici. Donc, c'est votre page un peu résumée de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au développement des qualités athlétiques. Hyper important. Il y a une différence aussi, si vous êtes en gym, si vous avez travaillé avec des filles, le rôle des premières règles dans le développement des qualités athlétiques est hyper important aussi. Je sais que dans certains sports, c'est des discussions un peu délicates à avoir. Si vous voulez avoir un impact pour quelqu'un, quelqu'une, et ces discussions-là avec vos athlètes. C'est ça qu'on puisse prendre les meilleures décisions pour l'année. On y va, prochaine. Le modèle que je vous présente là a été adopté par d'autres pays. L'Irlande, tu peux cliquer. Moyen-Orient, Afrique du Sud, États-Unis. Demain, États-Unis. C'est toujours comme ça, les Américains. Ils prennent des choses, puis ils changent les noms. Ils disent qu'ils ont inventé quelque chose. Ça, c'est les Américains. Petite jalousie de voisin. Oui, c'est ça, la petite rivalité avec les voisins. Mais c'est le même principe. Ça a commencé avec le hockey sur glace, qui venait récemment voir ce qu'on faisait. Ils ont adapté le modèle. Et maintenant, toutes les fédérations sportives américaines utilisent le même modèle aussi. Vas-y. Le patinage de vitesse hollandais, meilleur au monde. Si tu cliques une fois. Numéro 1 au monde. Regardez ici, vous ne connaissez pas la langue probablement comme moi. Vous voyez ici, s'entraîner à s'entraîner. Apprendre à s'entraîner, c'est les mêmes mots qu'on utilise par nous. Continue. Basket américain, vous êtes en basket, même modèle, avec une matrice de développement exceptionnelle. On est même plus loin que notre modèle. Si tu cliques une fois, je pense que tu vas le voir en bas. Où on a regardé l'ensemble des déterminants de la performance au niveau technique et on les a déclinés à travers l'âge, à travers les différents groupes d'âge. Savoir à 11 ans, qu'est-ce qu'on devrait apprendre. À 13 ans, qu'est-ce qu'on devrait apprendre. À 15 ans, qu'est-ce qu'on devrait apprendre. D'ailleurs, on a ça depuis ça, c'est les All Blacks en rugby. Okay. Leur modèle, c'est Small Blacks to All Blacks. Okay. Même principe de développement avec les plus petits. Puis je peux partager le document complet si vous voulez, avec une progression très, très claire au niveau du développement physique, technique, tactique et des formes de jeu également. Okay. Tant qu'à être dans le rugby, je vais cliquer une autre fois. Les Anglais, même concept, avec une progression à travers chacun des groupes d'âge ici, où on vient définir à chacun des groupes d'âge le maximum de joueurs, la grandeur du terrain, nombre de minutes par jour, nombre de minutes par demi lorsqu'on va faire un match. Tout est très, très bien défini de ce côté-là. Okay. Très, très clair, encore une fois. Ça m'amène rapidement. J'ai encore dans le temps? Oui. Oui. Maintenant, à parler de littératie physique, qui est quand même fondamentale, tu peux continuer. Donc, l'idée derrière la littératie physique, c'est de faire en sorte d'amener nos athlètes au plus haut niveau, qui peuvent se rendre. Pour toi, c'est peut-être les Jeux olympiques. Pour un autre, c'est peut-être de jouer, de compétitionner avec des amis socialement. C'est donc plus haut niveau à eux. Et si on veut que notre iceberg reste en haut de l'eau, regardez ce qu'il y a en dessous de l'eau. Ça, c'est des vraies images. Là. Ça, c'est ce qu'il y a en dessous de l'eau,
qui permet à ce petit bout-là ici de rester en haut de l'eau. Et si je fais l'image avec le sport, si je veux émerger comme un athlète, le point. Regardez tout ce qu'il y a comme fondation en dessous de l'eau. Ça, c'est tous les sacrifices qu'on a fait. C'est tous les savoir-faire physiques qu'on a appris à travers le temps. C'est toutes les expériences sportives qu'on a eues à travers le temps également qui fait en sorte que notre athlète peut atteindre ce niveau-là. Si ce n'est pas fait, évidemment, on se retrouve dans une position un peu plus précaire. Ou, petit coup de vent, mauvaise performance, fracas, peu importe ce qui survient, et notre athlète, dans le cas ici, notre course polaire, s'effondre, tombe à l'eau, et puis on n'est plus capable de récupérer. Okay, donc, la fondation fait en sorte qu'on va avoir un athlète solide. J'aime toujours dire que notre athlète, on a dessus d'une table, okay, avec 4 pattes solides, la patte physique, technique, tactique et mentale. Okay, important. Si j'enlève une patte, est-ce que la table va tenir? Va tenir debout? Oui, elle va tenir. Okay, ça peut tenir sur 3 pattes. C'est le fait. Vous ferez l'expérience si vous voulez. Par contre, si j'ai enlevé cette patte-là, qui est la patte mentale, par exemple, et je viens m'asseoir sur le point, là, ça fonctionne. Donc, si vous n'avez jamais travaillé le mental, vous arrivez à une compétition à un moment donné, et vous avez besoin de vos qualités mentales pour bien performer, la tête va s'effondrer. Okay? Donc, l'important de développer ces 4 éléments-là pour nous permettre d'avoir du succès. Okay? Donc, la définition, c'est quoi? C'est la motivation, mot important, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permet de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc, les points importants, motivation, confiance, compétence, qui fait en sorte qu'on est capable d'exécuter n'importe quoi, n'importe quand, dans différents environnements. 4 composantes. Affective, donc notre motivation, notre confiance. On a le côté physique, la compétence physique. Toujours mes collègues de baseball, si tu veux avoir du succès, avoir du plaisir au baseball et que tu ne sais pas frapper la balle, tu vas abandonner vite. C'est certain. Tu seras capable d'être compétent avec les différentes compétences, les habiletés requises pour te permettre d'avoir du succès. Savoir la compréhension, puis le côté cognitif, puis l'engagement dans l'activité physique pour la vie, le comportement. Et il est partout dans le curriculum. Tu peux cliquer 2 fois. Donc, on le voit chez nous dans les loisirs, les arts de la scène. Les gens du Cirque du Soleil chez nous qui sont basés à Montréal sont très, très bons dans le développement justement de cette littératie physique-là dans leur discipline qui va leur permettre d'accomplir plein de choses incroyables. On l'a à l'école. Et puis, tout ce qui est important, c'est que pour nous, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui est laissé pour compte. Il a intégré le plus de personnes possible. Et on travaille ensemble pour intégrer ce concept-là à l'intérieur de l'ensemble de nos structures. Le travail, c'est un projet collectif. Puis encore une fois, comme vous disais tantôt, la boxe contre le tennis, c'est fini ce temps-là. On travaille ensemble. Il est d'une grande importance de voir à la formation la sensibilisation des adultes par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose que si on devait le repère, si vous voulez embarquer dans ce liage-là de littératie physique, on n'a pas fait assez bien, c'est éduquer les parents par rapport à ça. Je pense qu'on pourrait faire un meilleur travail de ce côté-là, c'est ce qu'on a appris, je pense, dans ce parcours-là. Donc, si vous voulez vous investir là-dedans, les parents deviennent un acteur, un intervenant hyper important pour vous aider justement à partager ce que vous allez, ce que vous voulez partager. Modèle d'apprentissage. Et j'aime toujours dire, tu sais, qu'à l'école, c'est hyper accepté le modèle d'écriture où on va apprendre notre alphabet, on fait des mots, on fait des phrases. Éventuellement, bien, on peut faire partie de l'Académie française, écrire des livres comme notre collègue québécois, français, M. Lafayette. Calcul, on connaît nos chiffres, on fait des fractions, on fait des équations, puis si on aime vraiment ça, on peut devenir ingénieur spatial, peut-être se retrouver dans l'espace. Il n'y a personne qui compte ça. C'est accepté à l'école. Okay? Regardez, le 3e, on est en musique, on apprend nos notes, do, ré, mi. On fait des gammes, des partitions, puis peut-être qu'on peut devenir bon en musique, peut-être qu'on devient bon en chant, et on peut devenir Céline Dion, peut-être. Non, j'ai vu Céline, non, mais bon. Okay? Encore une fois, c'est accepté comme modèle.
Ça prend encore du temps, on a encore de la difficulté avec la littératie physique à la faire accepter, dans le sens qu'on a des mouvements de base, on fait des séquences, des tâches sportives, et éventuellement, on peut faire des performances extraordinaires. Je ne sais pas chez vous, chez nous, c'est encore difficile à le vendre. À travers des cours d'éducation physique, c'est toujours, l'éducation physique, c'est laissé de côté un petit peu, alors que les mathématiques, les cours de français, les cours de musique, c'est encore. À mon avis, vous êtes les meilleurs commerciaux que nous de ce côté-là. Oui, OK. C'était ma question par rapport à ce que j'ai dit avant, justement, c'est que l'entreprise commence à transformer les choses en lien avec l'éducation à l'école. Je pourrais dire qu'on a encore une ligne ici, là. C'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Dépendamment où on est au pays. Certaines provinces plus à l'avant-garde un peu, comme le Québec, où le rôle de l'éducateur physique est beaucoup plus valorisé qu'ailleurs dans le pays. Moins de spécialistes. Et dans vos programmes d'enseignement scolaire, vous avez de l'éducation physique, Oui. ou est-ce que c'est détaché avec les clubs sportifs qui sont. Non, pas du tout. Donc vous avez un programme. C'est pas encore bien harmonisé avec le système sportif. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté. Quand tu parles d'inclusion, c'est aussi sur la philosophie, sur l'approche, dans le système éducatif. Tout à fait. Ça peut travailler. Ouais. Du travail à faire de ce côté-là. Merci. Donc, les habiletés de base à maîtriser, évidemment, au niveau corporel, agilité, équilibre, coordination, rapidité, rythme, hyper important pour nous. Les mouvements, courir, sauter, nager, ça, c'est seulement quelques-uns des mouvements qu'on va enseigner. Au niveau des objets, donc, envoyer, recevoir, dribbler, frapper. Il y en a un paquet, si je vais voir la prochaine. Il y a tellement. Il y a tellement. Quand on s'embarque là-dedans, on se rend compte jusqu'à quel point de développer cette littératie physique-là. C'est pas si simple que ça paraît à l'écran. Parce qu'ensuite de ça, on peut comparer avec les environnements. Okay? Donc, tout ça que je viens de vous mentionner, corps, mouvement, objet, on peut le faire au sol, on peut le faire sur l'eau, on peut le faire en dessous de l'eau, on peut le faire sur de la glace, sur la neige, on peut le faire dans les airs aussi. Vous voyez comment ça peut être compliqué? Donc, tous les mouvements qu'on avait tout à l'heure, si on va les répartir à l'intérieur de ces environnements-là, on a un concept encore plus gros. Okay? Et je comprends qu'ici, c'est une réalité qui est différente d'un pays à l'autre. Chez nous, c'est hyper important que ce soit ton pays de neige. Et puis, il faut l'inclure justement dans notre système. Il y a, par rapport au tableau d'avant que vous avez montré, il y a quand même des antinomies, par exemple, entre le sol et l'eau, par exemple. On voit bien que prendre au terrien ou aquatique, ça va aller complètement. Je suis, pour la nage, c'est très complexe. Par rapport à justement des habiletés motrices qui sont parfois différentes et aussi des mouvements qui sont différents. Et est-ce que le passage d'un à l'autre se fait facilement ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'un individu puisse être bon sur les 4 éléments? Si c'est développé tôt, okay? Ce que je vous dis ici, c'est bien important, c'est pas parce que tu as 40, 45, 50, 55 ans que tu ne peux pas développer quelque chose de nouveau, une nouvelle habileté. Ça va être plus ardu, ça c'est certain, mais c'est pas impossible. Par contre, si tu avais fait de la natation peut-être un peu plus lorsque tu étais plus jeune, aujourd'hui, tu serais probablement plus confortable. C'est possible. C'est la même chose pour moi. L'idée derrière tout ça, c'est pas de faire de toi un nageur handicapé. C'est de faire de toi quelqu'un qui est confortable dans l'eau. Lorsque tu as une activité avec ta famille, tu as une activité avec des collègues, que tu peux aller dans l'eau et avoir du plaisir. Je donne mon exemple à moi de littératie physique qui est horrible. Okay? L'hiver, pendant des années, j'étais un athlète en badminton. Jeune. Donc, mes hivers, de octobre jusqu'à avril, j'étais dans des gymnases. Jusqu'à temps que je dise, bon, OK, c'est fini. Puis parce que là, j'ai une famille, j'ai plus de temps, etc. Et arrive le jour où mon fils, j'aimerais ça aller faire du ski, veux-tu venir avec moi? Je fais, ah là! J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis rendu à 35, 40 ans, j'ai jamais fait de ski de ma vie. OK, on va y aller. Horrible, expérience. J'ai pas eu de plaisir. On parlait de confiance tout à l'heure. Équilibre. J'ai jamais fait ça. J'ai pas eu assez de plaisir, j'avais pas développé ces compétences-là pour dire, on va revenir la semaine prochaine. J'ai pas eu de plaisir. Je suis jamais retourné. Donc, j'ai perdu tous ces moments-là, de passer avec Piston, avec mes filles après,
parce que ce n'est pas une habileté que j'ai développée plus jeune. Pour diverses raisons. Donc, vous voyez jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur ce qui arrive plus tard dans votre vie. On parlait de parcours. On va passer à travers, mais vous voyez le parcours ici. Là. Environnement de mouvement enrichi t'amène à une augmentation importante de la participation, amélioration du répertoire de mouvement, maîtrise accrue du répertoire, et ainsi de suite, qui t'amène jusqu'en haut, amélioration de la qualité de vie, justement, amélioration de la santé, etc. Tout est intervenu avec ce concept-là d'intéressant. Ça, je l'aime beaucoup aussi, parce qu'on dit souvent, si tu ne peux pas courir, ben voici tous les sports que tu ne seras pas capable de pratiquer. Ça, les parents, les éducateurs achètent beaucoup cette diapo-là parce qu'ils comprennent davantage. Donc, je ne peux pas lancer, je ne pourrais pas jouer ces sports-là. Si je ne peux pas nager, voici tous les sports, je vais avoir un petit peu plus de difficulté. Donc, envoyer Les quilles? Bowling? Bowling? Oui, ok. Les quilles chez nous. Non, c'est correct. C'est la différence. Le golf-ball? Comment? Le golf-ball, c'est quoi le sport? Le golf-ball. C'est un sport, c'est où, le goalball? Sur le baseball. Dans le lancer. C'est un sport pour handicapés visuels. Ouais. Le goalball, c'est un sport où ça ressemble un peu au foot. On a un ballon avec. Oui, c'est ça. Puis on lance. Il faut essayer de l'arrêter en fonction du son. Ouais. Vous pourrez voir sur YouTube, c'est un sport qui est très populaire pour les handicapés visuels chez nous. Mais c'est marrant qu'il y ait inclus cette discipline parmi les disciplines, on va dire, de valides qui s'adaptent aux déficients. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc, on voit l'esprit de l'inclusion Exactement. juste dans l'approche. Oui, tout à fait. Tout à fait. On parle de ça aussi. Tu es capable de lancer un ballon. Tu vas être invité à jouer au ballon. Tu vas avoir des occasions de pratiquer encore plus. Et tu continues à pratiquer ton sport. Si en bas, tu es incapable de lancer un ballon, on ne t'invitera pas à jouer. On va rire de toi. Tu n'auras pas l'occasion de pratiquer. Tu n'auras pas d'autres occasions pour être invité à jouer avec tes amis au ballon. Donc, au niveau social, est-ce que c'est important? Dans la cour d'école, c'est hyper important. Donc, de développer ces habiletés-là, en sorte que c'est interrelié avec les connexions que tu vas avoir avec tes jeunes collègues aussi. Okay? Et c'est comme nos blocs Lego. Vous connaissez les blocs Lego? Tu peux cliquer une fois. Miroir de notre culture, le Lego est passé à une approche où tout est planifié, éliminant pratiquement l'imagination et le processus créatif. On vous donne un modèle maintenant. Regardez sur ce que tu achètes. Là. Avant, quand j'étais tout jeune, là, on achetait des blocs Lego. Puis on était créatifs, on faisait toutes sortes de choses avec. Maintenant, on dit quoi faire. Okay? Donc, imaginez ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants à ce moment-là. Tu peux aller voir la prochaine. Donc, les habiletés de mouvement constituent la pierre angulaire de la créativité de mouvement. Si j'ai seulement 4 blocs Lego à ma disposition, ça ne va pas trop vite. Je ne peux pas faire grand-chose. Si j'en ajoute quelques-uns de plus, je peux y aller. On peut commencer à penser à faire des constructions un petit peu plus intéressantes. Tu peux continuer. On ajoute un peu, on a plus de possibilités, plus de façons d'être créatif, jusqu'à temps qu'on ait notre carré très rempli où on peut en avoir ensemble. Même chose en monde. Puis aller. Ça devrait être ma brosse à dents. Et la créativité devient importante également parce que c'est une habilité qui est transférable à la vie de tous les jours aussi. Donc, vous voyez l'évolution à travers le temps. Tu peux aller à la prochaine. Donc, si je vous dis que ce que j'ai dans les mains, c'est une brosse à dents. Okay? Je vous lance le défi. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec la brosse à dents que de vous brosser les dents? Qu'est-ce que vous allez me dire? Nettoyer les chaussures. C'est pour ça que dans les centres, tu ne pas les. On nettoie. OK, donc, vous voyez, ça arrive souvent. J'ai beaucoup de monsieur net, monsieur qui veut tout nettoyer, c'est normal. Là. En créativité, on dit qu'on est fluide en créativité. Quand on est capable de prendre un élément ou un élément de jeu en sport et de faire autre chose avec. On dit qu'on est fluide. Et où ce qu'on veut en amener, c'est être un athlète qui est flexible. Ça veut dire qu'il faut aller un petit peu plus loin pour gratter un petit peu plus. Parce qu'il faut faire qu'elle va savoir autre que de nettoyer, peu importe. On veut faire.
Oui, non, voilà, on peut peindre. Okay. J'ai même vu aussi, j'ai fait des recherches à un moment donné, il y a des gens qui avaient fait de l'art, ils ont fait des bracelets. Ils ont fait fondre un peu, ils ont fait des bracelets, c'est super joli. Okay. Là, on est flexible dans la créativité. C'est la même chose en sport aussi. On se demande des fois pourquoi les athlètes sont en mesure de prendre des bonnes décisions au bon moment. C'est qu'on a travaillé cette créativité. Okay. Et ça vient en leur donnant avec des interventions d'entraîneurs qui sont différentes. Là, je vous invite à penser à votre style d'intervention auprès de vos athlètes. Pour travailler ça, Oui. comme avec les athlètes, les entraîneurs avec qui vous travaillez, qui suivent leur intervention, et Vincent, c'est plutôt les athlètes qui vont tourner sur différents entraîneurs. Elles sont exploitées différentes. Oui. Donc, le multisport. Le multisport fait en sorte que tu es exposé à plus d'entraîneurs, différents. Ça, c'est une chose. La deuxième chose par rapport à ça aussi, c'est si je veux développer la créativité, il faut arrêter de tout leur dire. Arrêtez de tout leur dire comme entraîneur. Dire, non, ton code est trop élevé. Non, comme ça, oui, c'est comme ça que tu l'as fait. Arrêtez de tout leur dire. Posez des questions. Qu'est-ce qui explique le coup de l'école? Qu'est-ce qui explique que ta vrille n'a pas tourné comme il faut? Et là, avec leur réponse, vous allez pouvoir continuer à explorer et vous allez rendre compte de quelque chose de magique, la majorité du temps, trouver la réponse. Avec les questions que vous allez poser. Ça change tout. C'est un style de leadership, d'entraînement, d'intervention qui va tout changer. Très difficile. On travaille sur des classes d'âge où le niveau de vocabulaire est limité, où la grille d'analyse et de repères est différente du coach du gamin. Et souvent, on a les 3 mots, les 4 mots. Et ils ont d'énormes difficultés à exprimer à la fois les sensations dans le coup et dans les repères spatiaux, ils ont du mal aussi à se situer. Donc, ça demande beaucoup de temps. Tout à fait. Et je ne dis pas que c'est toujours la meilleure façon de faire. C'est un continuum. Qui passe de l'instruction à laisser aller. En anglais, on dit souvent chez nous, set up and shut up. On place l'environnement, on se tait. On laisse aller, on observe, on intervient quand c'est le bon moment. Et à partir du moment où vous le faites, évidemment, c'est inconfortable de faire. On n'est pas habitué. Okay? On a le goût d'intervenir, on a le goût de leur dire pour résister à l'augmentation de dis, ça fait de la magie. Laissez répondre. Et laissez répondre à vos questions. Laissez réfléchir. Et souvent, lorsqu'on veut travailler cette créativité-là, ça se passe souvent par le chaos. Le chaos, c'est qu'on a des exercices où il y a plein de possibilités, etc. Il y a plein d'options possibles et vous les laissez trouver la meilleure option. Sans leur dire. Ça, c'est difficile. Dans la discipline, le principe d'émergence de la technique, de la compréhension, ça a quand même ses limites parce que on engage notre corps en espace. Si on ne l'expérimente pas bien, potentiellement, on est sur le blocage. Oui, il y a une notion de sécurité. Il y a des aspects où ça trouve ses limites. Et puis sur la façon de poser ça, alors, ça marche quand tu as des athlètes intelligents. Parce que et voilà, ça limite dans l'expression et tout ça, mais même au-delà de ça, je vois bien une différence de qualité, de réflexion par rapport à l'intelligence corporelle. Et effectivement, il y en a où ce sera toujours compliqué. Mais pensez également, j'ai parlé à mes amis de baseball hier, aujourd'hui, un petit peu ce matin. Pensez à la façon. Là, je ne sais pas si vous faites des retours, des débriefs qu'on appelle avec vos athlètes dans le groupe, vous en faites probablement. Et la majorité du temps, c'est toujours la même chose que je vais voir. Si je débarque dans ton gymnase et tu fais un débrief, c'est souvent le coach qui est devant ses athlètes. Donc, aujourd'hui, vous avez été bon là-dessus, aujourd'hui, vous avez été bonne là-dessus. Faites attention la première fois, il faut s'assurer de travailler sur telle et telle chose, de sorte qu'on va être meilleur. C'est souvent ça que je vais voir. Okay? Par contre, si je m'habitue à poser des questions, qu'est-ce que vous pensez de notre performance aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de ta performance aujourd'hui? Là, vous avez un échange. Okay? Et si on va plus loin que ça avec votre groupe au complet, on fait là encore?
déjà, toi, le prochain entraînement, c'est toi qui vas faire le début. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, pas juste, tu vas porter attention, parce que c'est toi qui vas animer. Moi, je vais devenir un spectateur. Et tu n'as pas le choix de te préparer. Okay? À partir du moment où j'ai commencé à faire cette approche-là, j'ai changé un peu. Les athlètes ont devenu plus confortables à partager, plus observants. Et on fait en sorte justement d'être un peu plus ouvert à une approche d'intervention de cette façon. La notion de créativité, mouvement est différente selon le sport quand même. Ah ben oui, c'est Il y a certain. des sports complètement normés où Tout à fait. parler de créativité, quand il y a un règlement ou quand tu as une équipe, la créativité, autant l'imagine avec l'entraîneur, mais quand tu as des notes, etc., je pense que des fois, il faut rentrer dans le cadre, on peut dire, dans le cadre. Il y a d'autres sports où la créativité du mouvement, elle est laissée à la liberté. Et il y a des sports où il n'y a pas de, il y a comme ça, je ne trouve pas le mot, mais il n'y a pas de liberté. Tu es un peu normé ou tu es un peu bloqué par certains. Ce que je vous dis aujourd'hui, prenez ce qui fonctionne pour vous, les autres concepts qui fonctionnent moins, je les mets sur le côté, puis c'est bien correct. Après, nous, au tennis, on a un sport qui est quand même assez créatif. Et ce qu'on avait essayé pendant la période du confinement, où nous, ils avaient la possibilité de s'entraîner sans matcher, à la fin, pour casser la routine, on leur a laissé sur plusieurs séances, chose qu'on ne faisait pas avant, ou en tout cas, moi, je l'avais jamais fait. Mais de leur laisser des balles, le terrain, et puis de se mettre en retrait, de les laisser faire ce qu'ils voulaient. Et puis, alors là, C'est quoi? C'est pas dans Okay. Mais pourquoi? Là, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est ça. Donc là, au niveau rigueur, on était pas derrière, comme ils sont toujours très assistés. Donc forcément, on a vu ce qui se passait. Donc après, il y a deux façons de réagir. Soit on se dit, bon, bah, si c'est pour que ça soit ça, on ne le fait plus. Ou alors on se dit, bah, on le répète un peu dans le temps et puis on voit l'évolution. Ouais. Là, j'avoue qu'on l'a fait surtout dans la période Covid et que depuis la rentrée, on n'a pas beaucoup reproduit. On a dû le faire qu'une fois là, depuis septembre sur la période d'une demi-heure. Peut-être que par rapport à tout ça, le fait de le répéter, voir un peu comment vont évoluer les séances en autonomie. Ouais. Et bon, après, moi, je vois bien le truc, on fait ça aussi nous en tant qu'entraîneur, un peu pour se rassurer, parce qu'on va venir à rester sur le bord et boire un café. Même si je pense que c'est riche d'enseignement, ouais, on a de la café. On a toujours, chez nous, dans notre pratique, ce qu'on a commencé à faire, on a toujours l'idée de est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui avec les athlètes? Je peux les aider non seulement comme athlète, je peux les aider dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on va être au travail, on fait face à un problème, on ne sait pas par où commencer. Comme tu disais avec l'athlète qui est sur le terrain, il y a des balles, je fais quoi, la personne qui me dit quoi faire. Ben, il faut discuter, il faut trouver des solutions, il faut quelqu'un qui on va commencer de cette façon-là, on va le tester, on l'essaie, on l'améliore à travers le temps, on va trouver des solutions. Surtout que nous, dans notre sport, c'est ça, quand ils sont en compétition, on peut avoir 4 joueurs sur 4 compétitions différentes la même semaine. Et on ne peut pas être à 4 endroits différents, donc il y a forcément des fois qui vont être livrés à eux-mêmes et devoir se gérer en autonomie. Oui. Par rapport à ça, c'est super important. Tout à fait. Et ça vient de la culture aussi, j'en parlais avec mes collègues de l'État, c'est d'avoir une culture où c'est bien de dire au coach que ce qu'on fait, c'est fonctionne. Combien de fois j'ai fait des exercices avec les athlètes, puis un athlète me dit, coach, l'exercice ne marche pas. OK. C'est correct, j'ai développé cette culture-là on peut se dire ces choses-là. Et ma réponse, ça aurait pu être, non, ça marche, c'est mon idée, let's go, on le refait, ça fonctionne. T'es pas bon, tu travailles. C'est ça. C'est pas toi qui fais ta faute si ça ne fonctionne pas. Alors que je réponds par une question. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour améliorer l'exercice? Et là, on va faire. Ben, peut-être que si on le fait comme ça, au lieu de même, ça peut fonctionner. Fait ensemble, on a trouvé un super exercice. C'est pas juste moi, là. On est ensemble dans ce truc-là pour faire en sorte qu'on maximise le temps qu'on passe avec nos athlètes. Je trouve les bonnes solutions. Dans la vulnérabilité comme entraîneur. C'est pas donné un peu. Ils ne sont pas capables de. Ça demande de la maturité. Oui, tout à fait. Moi, ce que je leur demande des fois, c'est plutôt de quoi ils ont besoin pour les aider à passer un cap, par exemple, des choses comme ça. Nous, on a peur de rentrer. Donc, des fois, on aménage comme ça, l'explication en fonction des chances qu'on a. Donc, ça demande quand même une certaine maturité. Ça commence à être fort.
Ah ouais, C'est un rôle de L'idée leader aussi. est intéressante Ouais, pour ouais, qu'ils c'est ça. deviennent plus acteurs de leur Oui, propre oui, performance. oui, tout à fait. Pas toujours besoin de quoi. Moi, je réponds souvent, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si j'étais pas là? Si j'étais pas là, quelle décision tu prendrais? Qu'est-ce que tu ferais si j'étais pas là? Je prendrais peut-être cette décision-là. Souvent, c'est la bonne. Pas toujours besoin du coach. Tu peux avancer, je vais sauter à continuer, clique une couple de fois. Vas-y. Vas-y encore, j'ai déjà parlé de ça. Vas-y encore, je vais tomber dans l'autre. Donc, juste un petit peu avant. Donc, mon équation, ça qui est importante, c'est la performance, c'est votre potentiel, donc le TS physique, tout ce que vous allez avoir enseigné, moins les interférences. Les interférences, ben, c'est tous les petits problèmes qu'on va rencontrer, tous les problèmes qu'on va s'être créés également. Ne pas travailler en collaboration. Ne prendre pas les bonnes décisions également, faire en sorte qu'on ne vienne pas atteindre le plein potentiel d'un athlète. Et ça, c'est hyper important pour qu'un système comme celui-là fonctionne. Il faut. J'ai encore du temps là, c'est bon? C'est du temps. Si c'est l'heure que tu cherches à coller, ça fait 1h15. Oh, c'est bien. Mais comme il y a des échanges, c'était interactif, c'est ce qu'on voulait. Ah, Il n'y oui. a pas de souci avec ça. Mais ça, c'est important parce que si on veut que ça fonctionne, il faut arriver dans un système d'encadrement d'athlètes qui est transformationnel. Ça, c'est hyper important. Ça va peut-être te rejoindre un petit peu plus. Je pense que ça te rejoint pas les autres choses, mais je pense que Non, mais enfin, ton développement, je trouve ça super de intéressant. performance mentale, là, ça peut peut-être être. Je demandais la question au coach de baseball hier, il ne répondait pas, les gars. Pensez à un entraîneur que vous avez déjà vu dans le passé. Quel serait le mot que vous pourriez me dire qui pourrait définir cette personne? Inspirant. Inspirant. Parfait. Allez-y, donc. Un coach, vous l'avez déjà eu, vous l'avez peut-être entendu parler même, peu importe. Quel mot qui va ressortir? Comment? Je t'en donne deux. Ah oui, Ils ont vas-y. tous marqué humiliant. Humiliant. OK, parfait. Exigeant. Comment? Zéro. Zéro, genre, pas bon. OK, quoi d'autre? Vous pensez à un professeur, vous avez déjà vu une personne influente. Qu'est-ce qui définit cette personne? Bienveillant. Bienveillant, oui, très bien. Passionné, fantastique. Comment? Attentif, excellent. Les gars de tennis, vous ne m'avez pas parlé de frapper une balle de tennis. Vous avez bien montré à frapper la balle de tennis. Vous ne m'avez pas parlé que la gymnastique t'a montré à bien les anneaux, à bien courir. À toutes les fois que je pose cette question-là, il n'y a personne qui me répond avec un enseignement que j'ai eu qui était technique. C'est toujours inspirant, communication, motivateur, puis on peut aller sur le côté négatif aussi. Et c'est jamais technique. Et on s'efforce de former nos entraîneurs seulement presque sur le côté technique. C'est intéressant, non? La question à copier, parce que une question la technique, Elle est comme ça. Non, Oui, je comprends. Mais tu comprends ce que je veux dire aussi. oui, après. Donc, on a trois secteurs. On a trois secteurs en coaching. On a le secteur professionnel, ne va pas trop vite, arrête-le là. Secteur professionnel, j'aime utiliser l'exemple de l'informatique, c'est tout notre hardware. Okay? Notre ordinateur, notre clavier, la souris, c'est notre connaissance technique qu'on a dans notre discipline pour faire en sorte que nos athlètes aient du succès, etc. Okay? On a le côté interpersonnel. Le côté interpersonnel, vous venez de le dire tout à l'heure. Une personne qui est inspirante, une personne qui va être à l'écoute, une personne qui va bien communiquer, un passionné, une passionnée, etc. C'est notre système d'exploitation. Si on veut que notre ordinateur fonctionne bien, c'est notre système d'exploitation de notre ordinateur. C'est l'environnement de travail dans lequel on est, de sorte qu'on va maximiser l'expérience et la performance. Et le dernier, c'est le côté intrapersonnel. Au niveau informatique, c'est tous les petits updates qu'on reçoit de temps en temps. Tu devrais mettre ton ordinateur à jour. Tu devrais mettre à jour ton logiciel parce qu'éventuellement, il ne répondra plus. C'est la même chose pour l'entraîneur. Donc, se remettre à jour, de sorte que vous ne devenez pas ce
que je dis souvent, c'est un athlète, un coach avec, des fois, j'ai 25 ans d'expérience. Un coach, quand tu vas voir un peu, discute un peu, il n'a pas 25 ans d'expérience. Ils ont 25 fois la même année d'expérience. Pas pareil. On fait les mêmes erreurs pour seulement commencer. On ne se fait pas les updates dans notre coaching. De sorte qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Les comportements du coach directement reliés aux résultats des athlètes. Directement reliés. Je disais un petit peu tout à l'heure, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous coachez, la façon dont vous faites les interventions, directement reliés aux résultats, aux performances de vos athlètes. Hyper important de vous rappeler aussi. On a répertorié 5 comportements d'entraîneur. Okay? Selon différents, tu vas en cliquer une autre fois. On a l'entraîneur qui, ça c'est non engagé, une fois ici. Non engagé à engagé, est-ce que tu cliques 2 fois? Non efficace et efficace. Vous allez voir, vous allez identifier 5 types d'entraîneurs. Une fois. Le toxique, très engagé, pas d'efficacité. Et vous en connaissez probablement que ça ne doit pas être très agréable de faire partie de leur environnement. On appelle ça l'entraîneur toxique. On appelle ça l'entraîneur toxique. Okay? À l'inverse, celui qui ne fait rien, pas très efficace, on dit celui qui laisse faire. N'intervient jamais, laisse faire les athlètes, etc. Pas bien de résultats. On est au centre, de temps en temps engagé, de temps en temps pas engagé, de temps en temps du succès, de temps à autre pas vraiment de succès. C'est très, très, très variable. On est vraiment au centre. Vous avez l'entraîneur qui est transactionnel, grandement engagé, résultat quand même bien. Et c'est l'entraîneur que si tu agis de telle façon, je vais te donner ce retour. Si tu travailles bien à l'entraînement, tu vas jouer en compétition, etc. Ça, c'est l'entraîneur transactionnel. Nous, on veut être, c'est en haut à droite, tu peux cliquer une autre fois. C'est l'entraîneur transformationnel, très engagé, très efficace, par une approche qui est différente. Je vais vous en parler un petit peu. On identifie également à travers ce modèle-là les 4 I. Tu peux y aller un à la fois. Influence, une fois. Faire ce que tu dis. C'est simple, hein? On ne le fait pas tous. On dit des choses et on ne les fait pas tout le temps. Et ça, pour un athlète, il y a probablement rien de plus désagréable d'avoir un entraîneur qui dit quelque chose qu'il ne fait pas. Et ce modèle-là a eu des années de recherche derrière ça avec des universitaires qui ont répertorié beaucoup de commentaires d'athlètes qui ont fait en sorte que ça se trouvait là. Faire ce que tu dis. 2 fois. Inspiration, 3 en 1. Les athlètes, ils veulent que l'entraîneur croit en leur capacité, croit en leur potentiel de performance et leur potentiel d'atteindre les plus hauts résultats possibles. 3 en 1. Pas si simple que ça encore. Ça, c'est 2 fois. Intellectuel, impliquer les athlètes dans le processus de coaching. J'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Jusqu'à quel niveau vous impliquez les athlètes dans ce que vous faites? C'est drôle, hein? Quand on construit des programmes, c'est juste les adultes qui décident. On ne demande pas aux enfants ce qu'ils veulent. On ne demande pas aux adolescents, on ne demande pas aux performants qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme environnement. Prendre les décisions à leur place. Impliquez-les dans leur processus. Dans votre processus de coaching. Vous allez voir que c'est très valorisant et vous allez créer un environnement de travail pour faire en sorte que ça soit plus facile de communiquer. Et finalement, une approche individuelle. Peut-être que la difficulté d'impliquer les enfants, même si je te rejoins, c'est peut-être aussi que par rapport à leur niveau, leurs attentes soient pas en adéquation par rapport à leur niveau et en Oui, tout à fait. Bon, moi, il faut pouvoir le valider. On est obligé quand même de recentrer un petit peu pour être dans le vrai. Oui, c'est vrai. Mais ça va vous permettre en même temps d'aller chercher l'information sur comment eux perçoivent l'environnement, perçoivent le programme, qui n'est pas une mauvaise chose. Et le dernier I, individuel, une approche qui est centrée sur l'athlète. Qu'est-ce qui est important pour l'athlète maintenant? Je pose toujours cette question-là. Qu'est-ce qui est important pour l'athlète maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour que cet athlète-là devienne le meilleur possible? Toujours au centre de mes préoccupations, c'est l'athlète. Pas la compétition, pas le club, pas le parent, c'est l'athlète qui est au centre de tout ce qu'on fait. Okay? Et à l'intérieur de tout ça, j'aimerais avoir le temps de passer à travers ces 11 essentiels-là. Je veux juste vous les mentionner. On a le comportement, tu peux cliquer à mesure. Vulnérabilité, rôle et responsabilité, confiance envers les athlètes, vision commune, significative et avec un défi, participation, leadership partagé, processus d'apprentissage, sentiment et perspective, réalisation et contribution.
Dans le milieu, si tu cliques une dernière fois, encore une fois, c'est notre athlète. Ces 11 éléments-là, c'est les 11 éléments sur lesquels vous devez travailler à chaque jour pour faire en sorte que votre coaching devienne un coaching qui est transformationnel. Non seulement que vous allez atteindre les meilleurs potentiels possibles avec vos athlètes, mais vous allez leur donner tous les outils pour devenir des bonnes personnes. Et lorsqu'on arrive sur le marché du travail, parce qu'ils n'ont peut-être pas atteint le niveau professionnel, olympique dans leur discipline, ils vont pouvoir dire le fait que j'ai joué au tennis de table fait en sorte que je suis un meilleur mécanicien, politicien, policier, médecin et autres. Et ça, au bout du compte, pour moi, pour notre pays chez nous, c'est ce qui compte le plus. Parce que 99,9% des athlètes avec qui on va travailler n'ont pas ça dans la vie, en fait. Ils vont faire autre chose. On l'oublie trop souvent. Ils vont faire autre chose. Et lorsqu'on change notre approche, lorsqu'on décide de mettre l'emphase sur les 99,9% des athlètes avec qui on va travailler, non seulement on développe des bons individus, mais surprise, on a aussi des athlètes qui sont des bons champions olympiques, des bons athlètes professionnels aussi. Surprenamment, on peut atteindre les deux. Un paquet d'exemples qu'on vous donner par rapport à ça. Okay. Je donne un exemple, juste parler de ça. En 2015, j'ai fait du travail avec la Fédération de foot à Clairefontaine. Et à ce moment-là, on voulait travailler sur le côté mental avec leur entraîneur, etc. J'ai passé une semaine avec eux. Et c'est très intéressant comment maintenant on va choisir, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez. Et la sélection des athlètes pour leurs équipes nationales ne se fait pas seulement en fonction des habiletés techniques et tactiques. Il y a un critère qu'ils m'ont expliqué, qu'ils ont ajouté à leur critère, c'est la façon dont tu vas te comporter, tu vas réagir quand ton coéquipier va faire une erreur. Fais une erreur, tu réagis, langage non verbal, tu commences à crier à ton coéquipier, les chances que tu sois sélectionné sont beaucoup plus faibles. On est ailleurs, là. On est ailleurs complètement. On est dans les compétences de vie. On va faire en sorte qu'on va développer autre chose, qu'on va sélectionner autre chose. Okay? Donc, en conclusion, je vais terminer avec ça. Je pense que j'ai mon équation du changement. Donc, avec tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, ça implique un changement. Pour moi, le changement, il y a 5 piliers hyper importants. C'est d'avoir une vision, avoir des habiletés, avoir un incitatif, des ressources et un plan d'action. C'est la seule façon d'en arriver à avoir un changement. Et vous voyez, si j'enlève seulement un de ces piliers-là, j'enlève la vision en haut, évidemment, on se retrouve non pas en changement, mais en confusion. C'est pour ce qu'on s'en va. Si on a tout, à part les habiletés, évidemment, on va développer de l'anxiété, et ainsi de suite. Donc, pour vous, gestionnaire de programme, entraîneur, etc., vous voulez embarquer dans un projet comme celui-là, les 5 éléments qui sont en bas ici vont faire en sorte que ça va vous amener justement à prendre les bonnes décisions pour vous amener à la bonne stratégie. Donc, les clés du succès, la force est dans les différences et non dans les similitudes. Apprenez les autres sports. Soyez curieux plus longtemps. C'est très important. Passez d'être réactif à critique à actif et créatif. Très critique, on est encore chez nous très critique envers les autres, envers les athlètes, etc. Passons à un mode qui est plus actif et créatif. Toujours avoir le train en tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une expression qu'on dit, on met des choses en place, on dit « je vois la lumière au bout du tunnel ». Mais surprise, la lumière qu'on voit, c'est un autre train qui s'en vient. On se fait frapper encore. OK? Fait que des fois, on pense avoir la bonne solution et il nous arrive quelque chose qui fait en sorte que ça nous remet un peu en question, encore une fois, de sorte qu'on peut encore une fois devenir meilleur. Donc, on pense émerger, on pense avoir trouvé la solution magique. Gardez toujours le train en tête, de plein fouet. En faire un peu beaucoup au lieu de beaucoup un peu. Faites des petites choses au quotidien, souvent, au lieu d'attendre d'avoir la recette parfaite et de tout arriver en même temps. C'est ce que ça veut dire. Des petites choses au quotidien que vous pouvez faire, peuvent faire une différence. Le processus au lieu du résultat, c'est important aussi. Pensez processus au lieu du résultat final. Puis, commencez maintenant. Plantez maintenant, perfectionnez plus tard. Encore une fois, attendez pas d'avoir le modèle parfait pour commencer. Commencez maintenant, vous allez apprendre vos erreurs, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez apprendre de l'autre à côté. Éventuellement, vous allez arriver à quelque part. J'ai vu trop de groupes
trop de comités olympiques, trop de fédérations attendent d'avoir le modèle parfait avant de lancer, puis non, jamais. Mais je ne dis pas, vous n'arriverez jamais à un modèle parfait. Pour commencer, vous allez apprendre, vous allez ajouter des choses, éventuellement, ça va monter tout ça. Okay? Et ça, c'est ma photo préférée. Et ma photo préférée, pourquoi? C'est que parfois, tout ce qui arrive, c'est que toutes les ressources possibles, mais on prend juste les mauvaises décisions. C'est ce qui est fait là-dessus. Il y avait un problème. Il y a toutes les ressources possibles pour prendre la bonne décision, mais pris la mauvaise décision. Il ne faut pas penser qu'on n'a pas les ressources. On les a tous les ressources. Faire des meilleurs choix, faire en sorte qu'on ait de meilleurs athlètes, être dans les meilleures conditions, avec un meilleur encadrement, faire en sorte qu'on ait le meilleur système. Et je pense que c'est voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que j'avais oubliées, ou des choses que vous voulez éclaircir? Merci déjà pour l'intervention, c'était très enrichissant. Je pense qu'il faudrait intervenir dans le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses que je partage et je vois bien que culturellement, c'est compliqué, mais pourtant c'est très positif. Ouais. Moi, j'avais quand même une question sur l'évaluation de tout ça. Oui, ça nous avait montré, par exemple, des athlètes de tennis, là, qui sont performés. On n'a pas tout à fait répondu à ta question tout à l'heure, de savoir dans quel système ils étaient passés. Est-ce qu'ils sont vraiment issus pleinement de ce système-là, ou est-ce qu'ils ont connu autre chose et ça s'est transformé? Ouais. Et puis après, il y avait, je pense, d'autres ambitions d'évaluation. C'est-à-dire que là, on a vu les champions et les championnes, il y a de la performance. Et l'ambition, c'est aussi une personne pour la vie. Oui. Comment ça s'est évalué, ça? J'aurais pas assez de temps pour tout partager les ressources. Ça existe. Si vous allez sur un site qui s'appelle, peut-être vous le marquez, World Sport pour la vie, il y a une ressource qui s'appelle, en anglais, c'est Play Tools. Play Tools, T-O-O-L-S. Et à l'intérieur de ça, vous avez justement des outils d'évaluation de la littératie physique en fonction de différents gestes moteurs. Donc, frapper un ballon avec le pied, par exemple. Frapper un ballon avec le pied. Quels sont les 4 étapes de développement de frapper un ballon avec le pied? Quels sont les moyens de l'évaluer avec des observateurs? C'est trop long à répondre, puis je pense pas qu'on ait le temps de se connecter, là, mais vous les avez, ces outils en ligne. Est-ce que vous avez évalué aussi par rapport à cette qualitative sur justement ce que ça leur amène dans le bien-être, dans la façon de vivre aussi leur vie? Quel est l'apport des pratiques sportives? Pas encore, mais on a des anecdotes d'anciens athlètes qui n'ont jamais performé au plus haut niveau, qui deviennent politiciens, qui deviennent plus populaires, je dirais, vers le public chez nous, puis qui vont dire instinctivement sans qu'on leur dise. Moi, j'ai joué au tennis plutôt. Ça a fait de moi quelqu'un de plus résilient, quelqu'un de plus combatif. Puis aujourd'hui, je suis en mesure de mieux performer dans mon travail. On les a. Côté scientifique, on ne l'a pas encore. Quand même un concept assez récent. Je pense que ça va émerger. Cette pratique, on aura accès au support pour quelques-uns. J'explique pourquoi. C'est qu'on est à finir un livre qui va sortir bientôt. Puis on essaie de limiter le partage, mais le livre en anglais va sortir au mois d'avril, il est terminé. Puis on traduit en français aussi. Ben c'est ça. Il y a un peu de trucs que je partage un peu moins, mais en même temps, s'il y a certaines slides que vous avez aimées, on pourrait peut-être communiquer par courriel. Je peux peut-être envoyer ça. C'est ça, et tu vois, ceux qui sont à distance me posent la question justement de l'accès aux données. Tu vas me donner aussi le Play Tools aussi. Oui, si tu as des liens, gratuit. les gens peuvent venir chercher de la compétence. Et puis, si tu es d'accord aussi, on est quand même un petit groupe de coachs, mais ça s'est topé. Mais de partager avec toi directement. Ah oui, tout à fait. Tu me dis, ce serait bien que la fédération de gym fasse appel à. On peut le faire en virtuel. En vrai, ça peut s'envisager. Hein, tu viens quand même on a fait plusieurs pays, plusieurs nations. Et certaines fédérations font appel directement à toi, pas forcément les. Oui, tout à fait. Là, c'est la fédération omnisport, en fait, par l'appel de la fédération. Mais la majorité du temps, avec les autres pays, c'est des comités olympiques. Comité olympique, on a fait celui des États-Unis qui était très surprenant, qui ont fait appel à nous mais là, pendant la pandémie. Demain, on va à Lille. Tu vas voir, il y a une réunion des DTN, donc tu vas assister aussi, participer à cette réunion. Voilà, il y a des contacts.
contact aussi direct avec les qui auront lieu. Ouais. Pas hésiter à aller chercher la compétence. Il y a plein d'autres trucs que j'aurais aimé vous partager, mais en temps du temps, Demain, on a encore un temps avec toi. Hein. Alors, on a vu ensemble, comme il y avait beaucoup de pôles, de structures de haut niveau, qu'on fasse un temps dédié à l'optimisation de la perte. Et c'est vrai qu'on reste ouvert aux besoins que vous pouvez avoir. Comme si on était vos entraîneurs et que vous étiez nos athlètes. C'est qu'est-ce qu'il vous faut pour performer. Et puis bon, on s'ajustera avec la pas possible. André l'a dit, on a besoin de 4 pieds. André est aussi préparateur mental, donc ça peut être aussi un travail spécifique sur la prépa mentale. Ouais, avec plein d'idées. Alors moi, ça me rassure parce que finalement, ça renforce ma philosophie professionnelle. C'est un discours que je transmets aux gamins, que vous aussi, je crois beaucoup me reconnaître. Moi, la question que je me suis posée, c'est quel est le moment qui a fait que vous avez changé de modèle? Oui. Est-ce que c'est une démarche individuelle de la part d'un président de fédération? Est-ce que c'est allé jusqu'au plus haut sommet de l'État? Mais qu'est-ce qui fait que vous avez basculé et que vous avez dit, bon, ben, c'est plus possible, quoi. Vous allez rire un peu, là, mais notre gouvernement, vers 2004-2005, s'est rendu compte que les pays les plus performants dans le monde utilisaient des Canadiens. L'Australie. Non, c'est vrai, non, mais l'Australie avec la natation. Et les Canadiens utilisent des Français pour entraîner leurs athlètes parce que oui, en foot aussi. En foot aussi. Mais oui, ça se passait. Il y en avait 5 personnes importantes qui travaillaient avec d'autres nations. Entre autres avec la Grande-Bretagne à l'époque, l'Australie en natation, ou hockey en Suède, hockey sur glace en Suède. C'est des Canadiens qui allaient aider là-dedans. Avec des modèles qui étaient intéressants. Le gouvernement a dit on va rapatrier ces 5 personnes. Puis on va leur faire un modèle canadien. C'est de là que c'est parti. Est-ce que tout ça, c'est dû aussi avec le fait que le Canada, c'est un pays multiculturel? Est-ce que c'est bien? Oui, aussi. Parce que j'entoure un peu des idées un peu anglo-saxonnes, comme un peu des francophones aussi dans votre. C'est vrai, tout à fait. C'est un peu ça qui était le point de culbute, un peu. Et le gouvernement a demandé à chacune des fédérations sportives, suite à ça, de développer. On a développé un modèle générique. On a dit, ben voici le modèle générique. Prenez-le, adaptez-le en fonction de votre réalité sportive. Et chaque sport a dû faire son modèle. Il y a eu des résistants? Non, parce que le développement était associé au financement. Alors, il n'y avait pas le choix. Alors, pas seulement sur les sports, mais aussi les collectivités. Parce que les collectivités adhèrent aussi, pour certaines, justement, à ce type de modèle et organisent leur offre de service, sport, éducation et sport autour de ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il fallait que ce soit inclusif, c'est qu'il y a vraiment la partie éducation nationale, les clubs sportifs, les collectivités adhèrent aussi à ce modèle. Tout à fait. Là, on commence à faire avec le monde de la santé aussi. On se rend compte que si on développe la littératie physique, on peut éventuellement avoir moins d'impact sur le système de santé plus tard dans la vie. Mais on a ça, nous, comme directive ministérielle, si tu veux. Après, dans la mise en œuvre, dans l'approche, il y a des différences et c'est inspirant, en effet, d'avoir une autre nation qui vient de présenter les choses. Il faut faire, tu sais, je disais toujours à mes collègues, le baseball, chez nous, on a toujours été un petit peu plus avant-gardiste dans certaines choses. Puis moi, mon objectif, ça a toujours été de dire, ben, à chaque année, je vais implanter quelque chose de nouveau. Chaque année, autour de ce modèle. Je vais l'expérimenter, je vais le peaufiner, etc. Fait qu'au bout du compte, je vais avoir accumulé un certain nombre à chaque année de nouveaux programmes, de nouvelles façons de faire qui vont faire qu'on va avoir un système un peu plus solide. Fait qu'il ne faut juste pas arrêter. C'est si on commence, on a une discussion aujourd'hui, puis on se revoit seulement dans 5 mois, puis là, on passe une journée à se rappeler de ce qu'on a parlé il y a 5 mois, on n'avance pas. Ça fait des discussions qui sont continues. Est-ce que vous pensez que ce système peut marcher en France? Oui, tout à fait. Je pense qu'il peut fonctionner partout, à part les pays communistes. En ce qui nous concerne, au Canada, c'est les entraîneurs français qui l'ont mis en place. Possibilité de le mettre en place, parce que quand ils sont arrivés pour proposer ce système-là, ils ont une carte blanche pour le mettre en place. Et la réflexion de notre collègue qui demanderait à ce que vous interveniez sur notre fédération, elle n'est pas innocente, parce que nous, on a un certain nombre de freins qui nous empêchent de vrai dans un système qui est vraiment institutionnel.
culturel aussi, je pense. Alors, ça, moi, je viens de votre culture, je viens de culture de PDS. Donc, moi, je pense, à mon avis, peut-être que je me trompe, sauf que les choses vont évoluer dans les années 20 ans. Nous sommes toujours pas de la Roumanie, dans notre système pyramidal. Pas surtout dans notre système. Et ce n'est pas prêt aussi pour basculer dans le système pour l'instant. Et malgré ça, on a quand même des petits résultats pas là. Peut-être le temps de poser des questions. Je pourrais partager, j'ai fait du travail avec Tennis de table, c'est ça? Avec Tennis de table Canada, la fédération. Et puis, ce qui est un concept qui est très dans la mode présentement, on est dans ça, puis avec les pays scandinaves aussi sont partis avec nous, c'est le concept de la compétition significative. Puis de définir, puis pensez-y, vous poser la question, que veut dire compétition significative dans votre sport? Et si à la fin de votre match de tennis, à la fin de votre match de baseball, ou à la fin d'une compétition en gym, ou à la fin d'un tournoi de tennis de table, qu'est-ce que l'athlète a vécu qui fait dire que ça a été significatif ou qu'il y a eu quelque chose d'apprentissage? J'aurais probablement 5-6 réponses différentes. Peut-être que les gars du baseball vont dire, ben, si ça finit le pointage dans 3 points de différence ou 4 points de différence, on peut dire que c'est significatif. Si au tennis de table, peut-être que tu vas avoir un pointage que c'est 25 ou 21. 11. Donc, si on dit, c'est 25. Donc, si on dit que c'est 11-7, peut-être c'est significatif. Mais tout ce qui est après 11-7, ça ne l'est plus. Et quel genre d'aménagement qu'on peut faire maintenant pour faire en sorte que la compétition devienne plus significative? C'est une autre question. Et je donne un exemple avec mes amis suédois, ce qu'on a fait en hockey sur place. Eux avaient une problématique que dans plusieurs équipes, dans plusieurs ligues, avaient un joueur dominant. Et ce joueur dominant-là comptait tous les buts. 7, 8, 9 par match. Ça ne peut pas faire. Okay? Alors, je l'ai fait réfléchir sur le concept de compter les points différemment. Au hockey sur glace, l'équipe qui gagne, victorieuse à la fin, c'est celle qui va faire entrer la rondelle dans le but le plus souvent. Au foot, ici, c'est le nombre de fois que la balle rentre dans le but, le ballon rentre dans le but plus souvent. Qui a dit que c'était la meilleure façon de compter les points pour les athlètes en développement? Qui a décidé ça? C'est nous comme adultes. Okay? C'est nous qui avons décidé ça. Au tennis, là, votre système de 15, 15, 30, 15, 40, égalité, etc., là, je crois que c'est le même système que les enfants en développement. C'est nous qui avons décidé ça. Parce qu'on voit ça à la télé, on a ce qu'il faut faire. Alors, je reviens à mon exemple des hockeyeurs suédois. Ils ont décidé ensemble avec la facilitation, avec la réflexion, on a dit, ben, si Sylvain est le joueur dominant et compte le premier but pour son équipe, celui-là vaut 1 point. Okay? S'il en compte un deuxième, celui-là vaut 2 points. Si Dylan et son coéquipier comptent le deuxième but de l'équipe, son but à lui vaut 2 points. Si tu comptes le troisième but de ton équipe, son but vaut 3 points. Si tu comptes le quatrième but, son but vaut 4 points. Non, je ne donnerai pas. Donc, Sylvain, qui est notre meilleur athlète, qui compte tous les buts, là. Si vous êtes le coach de l'équipe, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire à Sylvain? Hein? Commence à faire des passes. Moi, la balle, j'ai 4 buts. Tu comprends? Donc, en changeant une règle, en changeant une façon de faire les choses, naturellement, j'ai eu un impact chez l'entraîneur. Changer ses comportements parce qu'au bout du compte, le coach va toujours coacher selon le système de compétition. Il a forcé Sylvain à faire des passes. Est-ce que je l'ai aidé dans son développement? Tout à fait. Il est déjà bon pour compter des buts. Là, maintenant, j'ouvre ses horizons, je lui fais lever la tête, regarder ses coéquipiers autour, commencer à faire des passes. Collectivement, on est meilleur. Sylvain est meilleur, les autres sont meilleurs aussi. Les parents, ouais. Et les parents adhèrent à ça. On s'en fout. Le problème, c'est que du coup, ils vont venir te voir, Ouais. le coach. Ouais. Ouais, mais du coup, mon fils, il est plus efficace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les éduque. On passe du temps avec eux. Je sais, c'est difficile. Mais c'est déjà mieux de les éduquer. Au moins, ils ne soient pas devant le fait accompli que d'être réactionnaire. En vrai, c'est la question que j'ai posée hier justement sur votre intervention. Hein. C'est en effet l'implication des parents, surtout qu'on est sur un système associatif qui manque de bénévoles. Souvent, les parents sont en opposition avec le parent.
Ouais, et je pense que ça, c'est une question centrale pour faire vivre le sport. On parlait d'inclusion justement dans la société sur toute cette approche que tu Pour moi, ce serait signifiant justement de vraiment travailler sur ces. N'oubliez pas que tout ce qu'on fait, n'oubliez pas, j'ai dit tantôt, là, qu'est-ce qui était au centre de ma rondelle tout à l'heure, c'est l'athlète, oui, c'est l'athlète. Que ça ne plaise pas aux parents, on peut lui expliquer, mais au bout du compte, on fait, c'est important pour l'athlète. Est-ce que le risque, ce ne serait pas de passer plus de temps avec les parents qu'avec l'athlète? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce Si vous expliquez comme il faut votre philosophie en début de saison, en début d'année, déjà en partant, ça désamorce les problèmes. Parler du check de temps en temps. Après, les parents, au fur et à mesure de la progression de leur enfant, si ça c'est adopté par une chaîne, justement, c'est difficile au départ pour tous les parents de toutes les catégories d'âge. Et oui, mais là, c'est là où c'est problématique, c'est que moi je comprends que André ne présente pas un résultat, non, il présente un développement. Et ça, c'est difficilement quantifiable pour les familles. Et notre système fait que le système de points, le système de la médaille, de la sélection, c'est la raison aussi pour laquelle un parent s'investit dans une activité de hockey à Rouen, sans être trop, sans rien dévoiler. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, on en arrive sur des difficultés, des oppositions, où l'entraîneur peut passer beaucoup plus de temps que ce qu'il pensait à justifier de sa pédagogie auprès des familles plutôt qu'à entraîner un peu. N'oubliez pas que les parents vont beaucoup s'alimenter de ce qu'ils vont voir à la télévision. C'est la vision complètement médiatique. Si vous lisez l'anglais, vous voulez lire un bon bouquin par rapport à des trucs que je vous ai dit. Il y a un livre qui s'appelle Range de Epstein, et on parle de la différence entre Tiger Woods et Roger Federer. On parle du parcours unisport de Tiger Woods, et on parle du parcours multisport, multidisciplinaire de Roger Federer. Et regardez, quand il y a eu le changement, qu'on a eu chez nous, je ne sais pas si vous avez le programme Tennis 10 ici en France, où on a décidé à un moment donné que de jouer au tennis sur un grand terrain pour des enfants, c'était ridicule. Donc maintenant, on joue avec des petits terrains, etc. Et on avait commencé à avoir des publicités à la télévision, etc. Et à la fin, c'est Roger Federer qui parle en français qui dit encouragez le tennis 10, c'est bon pour vos enfants. C'est vendu. C'est terminé. On n'en parle plus. Quand on a des joueurs québécois, canadiens qui font la promotion du hockey sur la largeur au lieu de sur la longueur, c'est terminé. Il faut s'en servir de ces ambassadeurs-là qui vont avoir justement un impact positif sur nos parents. Sauf que la difficulté, c'est que c'est l'exemple de Roger Federer, et le parent qui s'intéresse un peu à la carrière de Roger Federer, il va vous dire, mais lui, il n'a jamais joué sur ce terrain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans toute sa formation, il n'a jamais joué. Peut-être. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce parent-là, ça représente 10% des parents et pas 90%. Ouais, c'est ça va. Oui. Tu sais, la majorité, chez nous, on dit toujours la majorité silencieuse. La majorité chez nous, des parents adhèrent à ces programmes-là, mais ils parlent. Ceux qu'on entend souvent, c'est des parents, la minorité bruyante, qui vont parler. Mais on compte sur les autres. Question par rapport, vous avez parlé sur les soft skills. Est-ce que les entraîneurs là-bas au Canada sont formés sur les soft skills? Est-ce que quelque part il y a encore un temps, c'est ça les normes en fait, les soft skills? Je ne pense pas qu'en France les entraîneurs soient formés à ça, ou alors ça n'est pas une connaissance. Exclusivement sur la compétence technique, De professionnels, ouais, c'est ça. et même sur les gros héros, sur toutes ces aspects-là. Et est-ce qu'en Canada, ils sont sensibles à la question des soft skills? De plus en plus. Puis ce qui est de plus en plus tendance chez nous, c'est ce qu'on appelle on appelle ça des learning coach. Ce qui fait que je vais t'accompagner dans ton coaching. Je ne connais rien en statistique, je ne connais rien en gymnastique, je ne connais rien en tennis de table. Et je me connais sur l'intervention, je me connais sur le feedback, je me connais sur la communication. Et je vais t'aider là-dedans. Ça devient même un système qui est un champ d'expertise qui commence à être enseigné à l'université. Donc, un accompagnateur d'enfants. L'université n'est pas sur le terrain. De plus en plus, je dirais qu'on engage les associations sportives, des clubs sportifs vont engager une personne
qui va être en charge d'aider l'ensemble des coachs sur cette Je travaille avec un application-là. copain qui prof à l'université américaine sur Cleveland Chrome. On a développé un outil justement pour que tu décris. En fait, les entraîneurs viennent chercher ça parce qu'ils se sont aperçus que les contre-performances avaient aussi des différences de messages entre ce que disait le coach et ce qu'attendait l'athlète. Ouais, c'est ce que tu dis. Exactement. Ouais. Et donc, quand il y avait concordance entre les deux, mais ça partait du principe qu'on développait la connaissance de l'entraîneur, de ce que tu disais tout à l'heure, de sa façon de faire, de son type de comportement. Ouais, il y a de plus en plus d'outils, il y a des outils qui se développent, et puis il y a des gens comme nous qui viennent aider, et finalement. Ouais. Moi, ça n'existait pas. Les années d'entraîneur, j'avais personne pour m'aider. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était important pour moi de devenir meilleur. Parce que moi, je suis coach en chef, je suis en charge de mon équipe, je suis en charge de faire en sorte que tu sois meilleur, que tu sois meilleur, que tu sois meilleur. Sylvain, c'est mon entraîneur adjoint. Je suis en charge que tu sois meilleur aussi. Là, et moi, qui s'occupe de moi? Là? Il n'y a personne qui s'occupe de moi là-dedans. Là. Je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Ben, c'est ça. Fait que ce que j'ai décidé de faire à un moment donné, c'est de demander à un de mes assistants coach, toi, en plus d'être notre coach des pitchers, tu vas être celui qui va me donner mon feedback sur les interventions. Ça donnait, c'est un bon ami, puis qui pouvait me dire ce qu'il voulait. Et à la fin, ben, il me disait, ben, t'es trop dur avec elle, t'as pas été assez dur, t'as oublié un point important, t'as pas dit de la bonne façon. Fait que je devenais meilleur de cette façon. Je l'ai utilisé, ça. Et encore une fois, ça prend une ouverture d'esprit par rapport à ça. Pas tout le monde qui est rendu. Hein? Le bon staff. Tu peux prêt à recevoir l'info. Hein. Oui, il faut que tu reçoives l'info. Il ne faut pas t'aies peur de. Ta propre maturité arrive. C'est toi, il faut que tu sois ouvert à ça. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le prendre Si tu n'as personnel. pas accepté ça, bah, tu ne peux pas voler. Il ne faut pas le prendre personnel. Exactement pour ça. Pour être accompagnateur de la performance. Moi, je l'ai vécu avec le programme Agree Coach, hein. Le coach américain, américain de baseball, qui venait et regardait, il était très cassant. Quoi. Moi, je me suis pris des claques. Hein. Ouais. Mais ouais, ça m'a fait progresser. Ouais, ouais. Il y a une façon de le dire aussi. Une façon de le recevoir, de ne pas le recevoir. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu as avancé. Tu n'as pas forcément raison. Le feedback, il n'est pas forcément pertinent non plus. Mais il a le mérite d'exister. Ouais. Culturel, c'est la même chose. Parce qu'il y a d'autres cultures qui viennent s'intermêler en fait. On voit avec différents paramètres. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre aussi du système fermé qu'il a développé au nord-américain ou comment vous voyez les choses en fait? Parce que là, c'est organisationnel aussi. Et donc, quelque part, vous proposez un système très ouvert avec une multitude de possibilités d'apprentissage pour aboutir chez les parents à un modèle de vie qui permet qu'on ne veut pas franchir et qui mentionne bien qu'il y a quelques-uns dans ce modèle fermé. Je dirais que le modèle américain, c'est probablement le dernier modèle sur lequel on s'inscrit. Le dernier modèle sur lequel on s'inscrit. Pas parce que je les aime pas, mais c'est un modèle qui est archaïque, fonctionne à certains égards, où la technologie a fait beaucoup de place. On a tous inspiré la technologie, mais par rapport à leur système, leur programmation, etc., ils sont 10-15 ans en retard sur plusieurs autres nations. Écoutez, les Américains, s'ils étaient organisés avec un modèle de développement de l'athlète solide, ils seraient intouchables avec la technologie. Les moyens. Avec les moyens, disons, ce serait impossible. La recherche, etc., ce serait impossible de toucher. Et ça a permis. André, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette première session. Je te remercie.